Je vais parler d'un sujet qui a déjà beaucoup été traité. Et pas seulement depuis que le film Matrix est sorti. Pas seulement depuis que les technocrates ont inventé le terme de simulation hypothesis, hypothèse de la simulation. Ils adorent en parler en ce moment, Elon Musk, Mark Zuckerberg, etc. C'est pas non plus un sujet qui a commencé à être traité depuis que le New Age s'est réapproprié l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique. Vous savez, cette interprétation de la mécanique quantique qui établit qu'une particule n'existe pas avant d'avoir été observée. Et je vais pas répéter ce que tout le monde a déjà entendu sur ce sujet. Ce thème est beaucoup plus vieux que tout ça. Dans la tradition philosophique orientale, évidemment, c'est omniprésent. Mais dans la tradition occidentale aussi. Ce débat a opposé les idéalistes d'une part aux empiristes d'autre part, depuis la haute antiquité. Et donc, je vais pas réinventer la roue et je vais pas régurgiter ce que tout le monde peut déjà lire partout. Je vais prendre un angle différent pour parler de ça. Je vais surtout répéter aucun dogme et affirmer aucune certitude. Et l'approche que je vais choisir, c'est celle du cheminement. Ceux qui ont lu mes articles sur Essential News ou qui ont vu les conférences que j'ai déjà données ont vu que j'aime bien disséquer la compréhension en 5 niveaux successifs de compréhension. Et c'est comme ça que je vais faire. C'est-à-dire que je vais arriver au sujet par différents degrés de compréhension, comme des poupées russes qu'on ouvre et puis on finit par découvrir quelque chose à l'intérieur, au fond, qui est peut-être une perle. Mais ceci dit, sans affirmation péremptoire. Avant de commencer, j'aimerais planter le décor et j'aimerais vous citer ce qui, dans le Corona Circus, a été le plus intéressant pour moi. Et ce qui est étonnant pour moi, c'est que ça n'intéresse personne d'autre. Donc on parle pas des injections, on parle pas du grand méchant virus ou des chauves-souris qui attrapent un rhume. Il s'agit du cas de ce joueur de tennis qui s'est révélé être un anti-vax, qui a été interdit d'entrer en Australie, qui est le numéro 1, le joueur numéro 1 au monde, encore meilleur que Federer, qui a accumulé encore plus de records que Federer. Et pendant 2-3 semaines, son nom a été absolument partout dans les médias. C'était une véritable telenovela. Si vous regardez son nom, il s'appelle Novak Djokovic. Si vous regardez son nom, le prénom c'est Novak et le nom de famille est un anagramme phonétiquement parfait de Joke Covid. Réarrangez les lettres. Joke, ça veut dire blague en anglais, joke avec. Donc quand on voit ce nom, notre subconscient lit Novak, blague, Covid. Ça, je me l'explique pas. Honnêtement, je trouve ça le plus intéressant parce que ça peut pas être un complot. C'est ça qui est extraordinaire. Je vois pas pourquoi on cultiverait un futur champion de tennis qui doit quand même aller battre Federer, Nadal et les autres pour faire une blague dont de toute façon personne ne parle et tout le monde s'en fout. Et donc ça fait partie de ces choses-là. Vous savez, dans la réalité, parfois il y a des choses qui se passent là, mais tiens, il semblerait que ça falsifie des croyances. C'est comme ça fait rire sur le moment, mais on l'oublie finalement le lendemain. Ça rentre pas dans un schéma de compréhension connu. Donc je vais revenir là-dessus et je vais vous dire comment je pense que c'est possible une telle chose. Parce que ça pourrait être une synchronicité de l'univers, ça peut être la providence qui a beaucoup d'humour, on sait que la providence a beaucoup d'humour. Mais alors pourquoi est-ce que les planificateurs centraux qui sont obsédés par la gématrie, par les anagrammes, par les nombres, etc., ils l'ont certainement remarqué, puisque moi je l'ai remarqué, et donc pourquoi est-ce qu'ils ont mis ce nom partout dans les médias? Il y a des milliers de personnes qui sont rentrées en Australie avec des permissions spéciales, il n'y avait pas besoin de faire une telle publicité au fait que ce grand champion était contre le vaccin. Ça semble contre-productif, surtout si les gens, en lisant leur nom, vont lire Novak Joke Covid.
Donc, je vais vous dire plus tard comment j'interprète cette synchronicité étonnante. Ça peut pas être un complot, je crois pas. Ça demande trop d'intelligence et je vois pas vraiment l'intérêt. Et donc, il doit y avoir une autre explication. Des synchronicités comme ça, quand on cherche, on en trouve partout et tout le temps. L'explication officielle de ça, c'est la théorie philosophique s'appelle l'ajustement fin de l'univers. C'est-à-dire, dans la mesure où la vie est très improbable, il faut que l'univers soit ajusté de façon très finement comme une horloge suisse pour que la vie puisse émerger. Or, puisque tu es vivant et que tu observes l'univers, par définition, il doit être bien ajusté. Et qu'il y a certainement eu des milliards et des milliards de tentatives d'univers, mais il y en a que quelques-uns où la vie émerge. Et donc, puisque tu es là pour l'observer, forcément qu'il est bien ajusté. Ce qui explique qu'on trouve des synchronicités étonnantes quand on regarde la distribution des nombres premiers ou qu'on regarde la théorie des nombres, qu'on trouve pi et phi dans un tabouret de cuisine, etc. Et donc, pour moi, cette explication-là de l'ajustement fin de l'univers, c'est du sophisme, c'est de la masturbation intellectuelle. J'ai pas la preuve qu'il y a eu des milliards de tentatives d'univers. Il y a quelque chose d'autre, quelque chose de magique pratiquement. Mais je vais revenir sur ces manifestations. Je voulais parler de Novak Djokovic pour planter un peu le décor du ton de cette présentation. Et maintenant, je vais revenir en arrière un peu pour expliquer comment je vais m'y prendre. Donc, quand on est dans la position d'un chercheur de vérité, comme vous êtes tous, on pratique un certain cheminement. Et pour progresser efficacement sur ce chemin vers la vérité, il faut commencer par admettre plusieurs choses. C'est un peu les hypothèses de travail. La première, c'est que la vérité existe. Ça semble évident, mais on peut le démontrer par l'absurde. Si je dis la vérité n'existe pas, c'est un paradoxe. Est-ce que c'est vrai? Dans ce cas-là, c'est que la vérité existe. Est-ce que c'est pas vrai? Dans ce cas-là, c'est qu'elle existe aussi. Donc la vérité existe. On l'observe dans les sciences naturelles. Et on observe que la vérité dans les constantes naturelles, elle est impossible à connaître parfaitement. Toutes les constantes de la nature sont transcendantales, sont irrationnelles. Un chiffre comme pi, par exemple, existe précisément. C'est un point précis dans la nature, mais il est impossible à connaître. Il est impossible à connaître parce qu'il est irrationnel, c'est-à-dire que quelle que soit la façon dont on l'écrit, ça restera infiniment imparfait. Il n'y a aucune cohérence dans les chiffres après la virgule, et il y en a une infinité, ça on le sait, mais on ne sait pas quels sont ces chiffres après la virgule. Eh bien, toutes les constantes de la physique, toutes les constantes naturelles sont comme ça, sont irrationnelles, sont impossibles à connaître. Donc on sait qu'elles sont là, et on sait qu'on ne peut pas les connaître. Et donc ça, c'est si on transpose cette observation-là dans le domaine de l'action humaine, ça apporte à une humilité nécessaire. C'est que la vérité avec V majuscule existe, mais je peux jamais la connaître. Elle existe dans l'absolu, mais elle dépasse l'entendement. Donc on peut faire humblement un travail d'approximation. Je peux dire que 3 est plus proche de pi que 2. Je peux dire que 3,14 est plus proche que 3, tout ça c'est vrai, mais je peux jamais le connaître parfaitement. Et donc c'est intéressant de faire cette approximation et c'est important de garder à l'esprit qu'on va jamais arriver à la perfection, on va jamais réussir à la formuler parfaitement. Donc cette humilité-là, elle est indispensable dans ce chemin vers la vérité, ce qui implique que les certitudes sont obscurantistes. D'ailleurs, quand on dit à quelqu'un « tu sens bien confortable dans tes certitudes », il comprend tout de suite qu'il est du côté de l'ignorance. Il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on croit savoir, il y a ce qu'on sait qu'on sait pas, et il y a ce qu'on sait pas qu'on sait pas, et ce qu'on sait pas qu'on sait pas, c'est beaucoup plus grand que tout le reste. Donc, en fin de compte, je sais qu'une chose, c'est que je sais rien. Et donc, cette humilité-là, j'espère que vous allez percevoir qu'elle imprègne tout ce que je dis. Je suis pas un prophète. Si je m'écoute il y a 10 ans, je trouve que c'était ridicule ce que je disais il y a 10 ans, et donc par extrapolation, dans 10 ans, si je regarde cette vidéo, je vais me trouver ridicule. Donc je vais faire attention à ce que je dis et comment je le dis, parce que j'en sais rien. Finalement, je vais partager ce que je crois avoir compris, pas pour proclamer une quelconque vérité, mais pour peut-être donner des outils qui vous permettront à vous peut-être
disons, d'arriver à des conclusions semblables ou contradictoires. Ensuite, sur ce chemin de vérité, il y a beaucoup d'obstacles artificiels, il y a beaucoup de garde-fous, qui soient humains ou, disons, du domaine de l'idée, mais à chaque niveau, il y a des gardiens, il y a des impasses, et donc quand on passe un niveau, c'est très satisfaisant, mais ça arrive souvent qu'on se retrouve dans une impasse. On se retrouve bloqué à un niveau et on a du mal à en sortir. Et ces impasses, elles prennent la forme de biais cognitifs, biais d'identité. Donc à ça aussi, il faut faire attention et je cherche à faire attention à ça. Je suis pas du tout immunisé contre ça. Personne ne l'est. Et la dernière chose, sur ce chemin de vérité, c'est utile de se rappeler ce qu'on savait hier. Évidemment, de faire la distinction entre connaissance et croyance. Donc mon cheminement à moi, en 2 mots, je suis né à Genève, fils de diplomate des Nations Unies, mais quand j'avais la vingtaine, je me croyais très intelligent. J'étais capable de régurgiter de façon élaborée ce que je pensais que les gens intelligents pensaient. J'étais convaincu que les organisations internationales avaient cette mission élémentaire de gouverner le monde contre le gré des gens et pour leur bien, et que si on était capable de parler de façon élaborée, on était forcément meilleur que les autres. Donc je me rendais pas compte de mon ignorance absolument crasse, et j'ai eu plusieurs chocs dans ma vie qui ont développé cette humilité que je cherche désormais à cultiver. En 2008, par exemple, la crise financière, lorsque la Banque nationale suisse a imprimé 58 milliards de francs suisses pour les donner à l'UBS d'un jour à l'autre, pour moi ça a été un choc parce que je croyais comprendre très bien les marchés financiers. Et j'étais de nouveau capable de régurgiter l'orthodoxie de l'époque. Et du jour au lendemain, l'orthodoxie change et mes maîtres à penser changent d'avis sans admettre qu'ils ont changé d'avis. Tout à coup, on adopte l'école macroéconomique du Zimbabwe et personne ne semble en avoir conscience. C'est comme si c'est normal. Ça contredit directement ce qu'on disait il y a une semaine, mais c'est comme si c'était normal. Et je me suis rendu compte là qu'il y avait une espèce d'hypnose et que ces maîtres à penser étaient des charlatans. Donc là, j'ai eu vraiment un choc en 2008. 58 milliards de francs suisses, c'est 6 fois le budget du tunnel sous le Gothard, qui a pris 10 ans de consultation démocratique, 10 ans de travaux, et qui a représenté le plus grand chantier depuis la grande pyramide de Khéops. Et ça du jour au lendemain, dans le pays de la consultation démocratique. Ça a été un choc important pour moi. Ensuite, découvrir le 11 septembre, ou commencer à découvrir la vérité sur le 11 septembre. J'ai presque honte de dire que ça m'a pris 7 ans pour me rendre compte qu'on peut pas pulvériser 3 gratte-ciels en acier avec 2 avions en aluminium. Ça paraît ridicule quand on s'ouvre l'esprit à ça, mais je suis obligé de le reconnaître que ça m'a pris 7 ans. Ça a été un choc immense pour moi de le découvrir, parce que je pensais que on était dans le camp du bien, qu'on était les gentils, et que donc c'est complètement ridicule évidemment. Et en 2013, j'ai quitté la ville, j'ai tout vendu ici à Genève et j'ai acheté une petite maison en granit au Tessin, parce que je suis arrivé dans un état d'esprit où je pouvais plus contribuer au système, je devais vivre en objecteur de conscience, et donc j'ai épousé ma femme, on a fait 4 enfants, et cette solitude, ce silence-là a été aussi constructif pour moi. Donc ça, c'est mon chemin. J'adore les livres. J'ai parlé de LibGen déjà la dernière fois. LibGen, c'est la nouvelle librairie d'Alexandrie, 2,5 millions de livres à disposition online sans aucune considération pour le copyright. Ils font tout pour l'éliminer d'Internet, c'est fantastique. Je suis un avide consommateur de livres, de LibGen. Je pense que tout est là. Si on sait chercher, on sait trouver, tout est là. Je fais beaucoup d'informatique et j'ai fondé des entreprises de hacking éthique, et j'ai un peu cet esprit-là de chercher à hacker le truc. Il y a beaucoup de dogmes dans l'informatique comme ailleurs, et je me rappelle quand j'avais 18 ans et que j'écoutais ces grands experts m'expliquer pourquoi ce réseau de banques privées était sûr, et que je me rendais compte qu'il y avait des failles absolument béantes, et qu'il suffisait de faire comme ça, mais que j'étais pas un génie, que c'était juste que eux ils avaient des croyances, mais que ces croyances elles étaient falsifiables. Cet état d'esprit-là m'a aidé par la suite dans mon cheminement à la recherche de la vérité.
Donc, voilà, ça c'est pour planter le décor, voilà qui je suis et comment je vais faire. Je vais chercher à disséquer la vérité existentielle en 5 étapes. Avant de le faire sur l'existence, j'ai envie juste de donner des exemples sur d'autres domaines où c'est beaucoup plus facile de le faire. Je vais commencer par la politique. C'est pas une présentation sur la politique, je vais pas m'attarder longtemps là-dessus, mais ça permet de comprendre la démarche. Donc je vais commencer par le niveau 0. Et la raison pour laquelle je commence au niveau 0, c'est pas parce que je fais de l'informatique et qu'on commence les énumérations à 0, c'est parce que le niveau 0 est un niveau généralement ridicule, promulgué par la télévision et les structures de pouvoir, et qui de plus en plus n'est même pas fait pour être cru. Donc du niveau 0 au niveau 4, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais commencer en ce qui concerne la compréhension politique. Et moi, je suis passé par tous ces niveaux. Donc je jette la pierre à personne. Le niveau 0, c'est le suivant, en ce qui concerne la compréhension politique. Niveau 0, l'État est la pierre angulaire de la civilisation. Sans lui, nous serions encore des hommes des cavernes. Heureusement qu'il a été là pour nous apprendre à nous brosser les dents. Nous avons finalement atteint, grâce à la démocratie et aux institutions multilatérales, la forme optimale de gouvernance. Par les réformes mesurées, menées par des dirigeants éclairés, on peut résoudre les quelques petits problèmes qui subsistent. Kamala Harris, Macron, Biden, etc. représentent cette continuité. Donc ce niveau 0 est celui des gens qui ont rien à dire, mais qui le disent très très bien. Qui sont instruits au-delà de leur intelligence. Ils ont trop de mots pour ce que leur esprit peut gérer. Dans la comédie italienne, il y a des archétypes qui sont Pantalone et Il Dottore, qui ont donné naissance à Thomas Diafoirus dans Le Malade imaginaire, dans le théâtre français un siècle plus tard, et qui représentent parfaitement cette espèce d'obscurantisme bien formulé. On parle là de la classe des orateurs, des marchands, des courtisans. C'est le niveau des NPC. Le niveau 0 est le niveau des NPC, non-playable character. C'est un zombie philosophique. C'est quelqu'un pour qui ChatGPT est un concurrent désormais. ChatGPT répète le niveau 0 mieux que n'importe qui. Alors, ça c'est niveau 0. Niveau 1. Et de nouveau, le seul but là, c'est pas de faire un débat politique. Peut-être que vous serez pas d'accord avec mon niveau 4. Le niveau 4, c'est le dernier niveau. Mais c'est juste pour illustrer ma démarche, ma subdivision du cheminement en 5 étapes. Niveau 1, les besoins humains ne sont pas satisfaits par notre système actuel et celui-ci ne peut être réformé. Il est nécessaire de le repenser radicalement afin de mettre fin à la guerre des classes et de mieux planifier la société, de redistribuer correctement les richesses. Le socialisme est la solution. Et là, on parle d'un collectivisme international. Donc, c'est déjà un peu mieux parce que au moins, il y a une espèce on se rend compte qu'il y a des injustices et que ça va pas. Mais l'erreur fondamentale dans ce niveau 1, c'est l'idée de coercition, l'idée de planification centrale et de la nécessité d'un État central pléthorique. C'est antinaturel, ça fonctionne pas, les êtres humains sont pas des fourmis, le pouvoir corrompt et la planification morbide comme celle-là produit plus de misère et plus de souffrance qu'autre chose. Donc c'est mieux que le niveau 0, mais c'est encore que le niveau 1. Niveau 2, qui est de nouveau le troisième niveau, donc on se rapproche quand même de la vérité. Le niveau 2, dans le niveau 0, il n'y a pas de vérité, c'est pour ça que ça s'appelle le niveau 0, mais le niveau 1, il y a déjà au moins une bonne intention. Au niveau 2, le mondialisme et sa colonne vertébrale, le système financier, fondé sur la dette et le crédit, est un fléau qui est responsable de la plus grande partie de la misère et de la mort dans le monde. Un complot visant à détruire les États-nations et à établir un gouvernement mondial est en cours. Et nous avons besoin d'hommes forts et moraux pour prendre les devants et nous libérer de ce mal. Le nationalisme est la réponse. Donc là, on parle d'un collectivisme national. C'est moins pire que le collectivisme international, puisqu'il y a
déjà un tout petit peu plus de décentralisation, mais c'est toujours faux dans la mesure où on parle toujours d'un État pléthorique, on parle toujours de coercition, d'un État fort. Et tout ça pour dire que le communisme et le fascisme sont des idéologies adjacentes, nées dans les mêmes esprits. Et que là, au moins, on comprend déjà la nature du système financier, la dette, le rôle essentiel de la banque centrale, et que c'est pas juste des réformes politiques qui vont changer quelque chose si on a un politburo qui agit dans le secret le plus total et qui imprime des milliards et des centaines de milliards de dollars, de francs suisses, d'euros, etc. Donc on se rapproche là de la vérité. Niveau 3, donc avant-dernier niveau en ce qui me concerne, quelque chose que j'ai pas dit, c'est que c'est possible qu'il y ait des niveaux au-delà que mes niveaux 4 et que certainement que certains d'entre vous auront des niveaux supplémentaires à proposer. Et moi, j'en aurai peut-être dans quelques années, mais c'est là où j'en suis. Donc, niveau 3. Chaque être humain est un être souverain de droit divin. Par conséquent, aucune croyance ou système politique n'est nécessairement préférable à un autre tant qu'il s'impose à soi-même et à personne d'autre. Donc, à ce niveau 3, on comprend que les gens à gauche veulent un État maman, que les gens à droite veulent un État papa, mais que nous, on est souverains et qu'on n'a pas besoin d'être gouvernés, on n'a pas besoin de parents, on se gouverne nous-mêmes. Mais dans ce niveau 3, on estime que toute forme de gouvernement coercitif est immorale et devrait être collectivement abandonnée. Donc c'est là où se trouve un peu la petite erreur, c'est qu'on estime qu'on a compris qu'on est des souverains de droit divin, ce qui à mon avis est vrai, mais on cherche à l'imposer. On cherche à imposer la liberté et la raison. Donc comme d'aller dans une ferme, ouvrir l'enclos et dire aux animaux domestiques, allez dans la forêt, ouais, ben, ils ont peur du loup, et donc ils devraient avoir le droit de rester dans leur enclos s'ils ont envie. C'est là où se trouve, à mon avis, l'erreur. Je suis resté coincé, moi, au niveau 3, très très longtemps. Je faisais des conférences sur le libéralisme classique, sur le limited government, etc. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est une utopie, ça marche pas, et que il y a un niveau au-delà de celui-là. Même si là, vraiment, on est proche de ce que je considère comme étant la vérité supérieure en termes de philosophie politique. Niveau 4, donc 5e niveau, dernier niveau en ce qui me concerne aujourd'hui. Notre réalité est sous le joug d'un parasite, éternel ennemi de la beauté, la vérité et la liberté. La guerre qu'il mène à l'humanité est avant tout d'ordre spirituel. Il n'existe pas de sauveur extérieur à nous-mêmes, ni de solution véritablement collective. La libération est individuelle. Notre principale responsabilité vis-à-vis de notre conscience. Changer le monde, c'est changer les autres. Le monde changera lorsqu'assez d'individus se seront changés eux-mêmes. Et l'émancipation des peuples passe par une démarche individuelle et spirituelle, découverte de soi et sécession physique et morale du système esclavagiste. Donc moi, c'est là où j'en suis aujourd'hui. C'est pas faire des conférences sur le libéralisme classique ou sur le fait que d'imposer des injections et des thérapies géniques expérimentales, c'est immoral. Ça me semble évident. Là où j'en suis, c'est je peux pas participer. Laissez-moi tranquille. Si on me demande mon avis, je le donne, mais je cherche à imposer la liberté et la raison à personne. Et puis, ma principale responsabilité, c'est pas de changer le monde, parce que changer le monde, c'est changer les autres. C'est moi agir en conscience. Et je m'en remets à la providence pour ce qu'il adviendra. Lorsque suffisamment de gens font la même chose, eh bien, le monde changera. Et j'espère que ça vient vite, mais c'est pas sous mon contrôle. Donc, vous voyez là, c'est le niveau 4 en ce qui concerne la philosophie politique. Donc, j'ai fait ça très vite, mais c'est pour démontrer un peu comment chaque niveau est pas forcément mutuellement exclusif du précédent. C'est un peu comme une vérité qui se construit, un cheminement, une compréhension qui se précise. En l'occurrence, on allait du niveau 0 au niveau 4, d'un niveau domestiqué à un niveau souverain. Et je vais juste donner 2 autres exemples et ensuite je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc là, je vais aller beaucoup plus vite. Le premier, c'est le 11 septembre. Parce que j'en parle parce que ça a été le cheminement que j'ai moi-même suivi. Et j'espère que ça va vous convaincre que c'est utile de faire comme ça. Parce qu'ensuite, je compte le faire pour la grande question existentielle qu'on pose aujourd'hui.
Donc le niveau 0 du 11 septembre, c'est l'idée des pilotes acrobatiques barbus qui jettent leur passeport par le cockpit de l'avion quelques secondes avant de pulvériser 3 gratte-ciel en acier avec 2 avions en aluminium. Ça, c'est la théorie du complot promulguée par le pouvoir. C'est la plus ridicule de toutes les théories du complot sur le 11 septembre. Le niveau 1, c'est cette idée que l'Arabie Saoudite a financé Ben Laden, qui a effectivement piraté des avions. Les néoconservateurs américains ont laissé faire parce que ça les arrangeait bien. Donc il y a effectivement des avions qui ont percuté les tours. Ça a causé l'effondrement des immeubles. Les néoconservateurs ont laissé faire parce qu'ils voulaient faire la guerre pour le pétrole, etc. Donc ça, c'est un peu la théorie du complot officielle. Niveau 2, c'est le false flag. Donc c'est pas Ben Laden, c'est l'État profond, les services américains et israéliens qui ont perpétré une attaque dans laquelle il y a tout de même eu des avions. Mais par contre, cette fois, la destruction des immeubles s'est faite avec du nanothermite ou une technique conventionnelle comme celle-là. Ça, c'est niveau 2. Niveau 3, on comprend qu'un avion en aluminium ne rentre pas comme un couteau dans du beurre dans un gratte-ciel en acier, et que ce qu'on a vu à la télévision, c'est des effets spéciaux. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de musulmans. La démolition des immeubles a eu lieu avec une technologie exotique. Probablement, on ne sait pas exactement comment, mais il y a des failles dans l'explication du nanothermite et des techniques conventionnelles. On ne sait pas exactement, mais les immeubles ont effectivement été démolis, mais il n'y a pas d'avion. C'est très difficile, ça, qu'il n'y ait pas d'avion. On pourrait presque faire une conférence que là-dessus, et j'ai conscience que c'est très très controversé. Si moi-même je m'entendais il y a 10 ans dire ça aujourd'hui, je trouverais ça complètement ridicule. Niveau 4, c'est l'aspect le ritualistique. Le 11 septembre était une reconstitution occulte de la destruction du temple de Salomon. Et ça, j'en ai assez parlé. J'ai écrit un article pour Essentiel News le 11 septembre 2024, si ça vous intéresse. Et j'ai aussi donné une présentation qui s'appelle « La religion secrète des puissants », où je rentre là-dedans sur cette croyance eschatologique et cette religion secrète qui est pratiquée, qui pousse les planificateurs centraux non seulement à mettre en scène Lady Gaga avec ce qu'on appelle souvent du satanisme, mais aussi à faire ce genre de choses, à choisir certaines dates et à faire certains rituels. Et donc le 11 septembre est une preuve de cette religion-là, à mon avis. Et donc ça, c'est le niveau 4, c'est l'aspect ritualistique. Voilà, vous voyez, de nouveau, les niveaux de compréhension se succèdent les uns aux autres. Le Coran et dernier exemple sur ces 5 niveaux, c'est celui du Corona Circus. Donc, le niveau 0, c'est un grand méchant virus est né après qu'une chauve-souris ait atterri dans une soupe et pris un rhume. Il y a eu une terrible pandémie qui a fait des millions de morts et l'injection miraculeuse a sauvé des dizaines de millions de personnes. Niveau 1, c'est la mauvaise gestion. Il y a eu une terrible pandémie, ça a fait des millions de morts, mais les politiciens, ils ont mal géré, il y a eu beaucoup d'incompétence, et puis ils ont pas fait exprès, ça a beaucoup cafouillé. Ils avaient de bonnes intentions, mais quand même, ces mesures d'urgence, ça a été un peu exagéré ici ou là. Et on fera mieux la prochaine fois. Niveau 2, le grand méchant virus, en fait, il vient d'un biolab en Chine. Donc les méchants chinois, gain of function, etc. Ça, c'est un peu la théorie du complot officielle maintenant. Niveau 3, c'est la grippe a été un bon marketing. Il n'y a pas de pandémie, il n'y a probablement même pas de virus. Les symptômes que les gens ont eus n'étaient pas contagieux. Et niveau 4, c'est le rituel. Là, j'en ai parlé aussi. C'est toujours ce niveau qui m'intéresse le plus, le rituel. Le Corona Circus, c'est un rituel d'initiation. Tous les rituels initiatiques ont une phase d'isolement, d'humiliation et d'évolution. Et c'est ce qu'on a eu. On a eu l'isolement, qui était le confinement, l'humiliation à la muselière, et l'évolution, c'est la compréhension du fiasco que c'était à des fins de subversion et de destruction de l'ordre établi. Et donc ça, si vous n'êtes pas familier avec cette idée-là, de nouveau, je l'affirme pas avec certitude, mais allez voir les présentations que j'ai déjà données où je parle que de ça.
Mais ça démontre quoi? Ça démontre qu'au niveau 4, on va assez loin. C'est que ça n'a plus rien à voir avec le niveau 0. Et donc maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, sur le thème d'aujourd'hui. Et en 2 mots, pour récapituler ce que j'ai dit, la vérité existe, mais attention à l'arrogance, et je fais attention moi-même. Dès lors qu'on sait qu'elle existe et qu'elle peut jamais être connue parfaitement, ça implique de l'humilité. Donc je découpe en 5 niveaux, mais je sais que ce que je sais que je sais, et je sais pas ce que je sais pas, à part le fait que je sais rien. Et j'aimerais aussi vous dire que ce découpage en 5 niveaux-là, il impacte notre travail chez Essential News presque tous les jours, parce qu'on navigue entre les différents niveaux. C'est clair qu'on n'écrit rien au niveau 0, mais parfois on se demande, est-ce qu'il faut écrire au niveau 1,5 pour que ceux qui sont au niveau 0,5 puissent arriver au niveau 1,5, mais en même temps on n'a pas l'impression d'être honnête parce qu'on fait beaucoup d'omissions si on est au niveau 1,5, mais si on écrit au niveau 3, alors ça fait peur et ça peut être contre-productif. Et donc on est en plein questionnement, en plein discussion, et ça explique pourquoi vous voyez cette diversité dans Essential News. On va prendre une décision et on va se caler à un niveau, peut-être pas à niveau 4, mais en tout cas 3,5. Donc c'est pas facile quand les choses sont comme ça, quand on peut découper un cheminement de vérité en poupée russe, c'est pas facile et je l'observe tous les jours. Donc je vais faire maintenant la même chose avec l'existence. Je vais diviser la compréhension en 5 niveaux. Et je trouve que de faire comme ça, c'est beaucoup plus intéressant que de proclamer ce que je crois savoir. Vous voyez, si j'étais venu vous parler de politique et que je vous avais dit c'est comme ça, libéralisme politique, libéralisme classique, c'est ça, c'est juste, en ignorant les degrés de compréhension inférieurs et surtout en ignorant le degré de compréhension supérieur, ça aurait pas été intéressant. Ou même le 11 septembre, si j'étais venu juste parler du rituel, bon bah oui, peut-être que si on est au niveau 3, c'est intéressant d'entendre parler du niveau 4, mais c'est quand même utile de rappeler le niveau 3, etc. Donc c'est pour ça que je vais faire les choses comme ça. Donc en ce qui concerne l'existence, et je vais pas employer des terminologies philosophiques, je vais dire les choses comme je les comprends moi-même. Donc un philosophe professionnel, peut-être qu'il va trouver ça dérisoire, mais je m'en fiche. C'est le cheminement que j'ai moi-même suivi. Donc au niveau 0, la question existentielle, c'est celle qui consiste à poser les questions essentielles. Qui suis-je, où suis-je, etc. On l'a compris. Niveau 0. Et excusez-moi, je lis les niveaux là, mais c'est parce que je les ai écrits d'une certaine façon et ensuite ça m'empêche pas de faire des commentaires. Donc niveau 0, c'est le suivant. Les humains sont des morceaux de viande ambulants, mus par des instincts primaires, dont la priorité existentielle est la survie, dont le goût pour la musique est un reliquat évolutif archaïque, et dont la conscience est sécrétée par le cerveau. L'amour, la beauté, la vérité, l'innocence, la liberté, la vertu sont des constructions de l'esprit qui n'ont aucune signification au-delà de l'interprétation subjective. Cette interprétation est réductible à des processus biochimiques qui ont dû avoir un avantage évolutif un jour. Ça, c'est le consensus aujourd'hui dans les cercles soi-disant instruits. C'est ce qu'on appelle souvent le matérialisme, qui a été falsifié par la science. On a fait des expériences. On peut pas faire une expérience qui prouve quoi que ce soit. On ne peut que falsifier. Il suffit d'une expérience pour falsifier. Donc 1000 expériences qui semblent corroborer une hypothèse ne la démontrent jamais. En revanche, une expérience qui falsifie cette hypothèse la falsifie de façon définitive. Il y a beaucoup plus qu'une expérience qui falsifie cette hypothèse matérialiste-là, selon laquelle la conscience serait sécrétée par le cerveau. Il suffit de démontrer que la conscience peut avoir un impact sur la matière, que la manifestation est possible. Et donc ça a été fait. Et d'ailleurs, cette hypothèse matérialiste-là n'était pas en vogue chez les scientifiques avant le XXe siècle. C'est les marxistes et la Sainte Trinité que composent Einstein, Freud et Darwin qui ont attribué là, cette identité rationnelle au matérialisme. Les marxistes avaient besoin, au XXe siècle, d'établir cette hypothèse philosophique-là pour leur construction politique, parce que s'ils admettent que la conscience n'est pas sécrétée par le cerveau, c'est-à-dire que la beauté et la vérité existent dans l'absolu,
ça veut dire que toute la philosophie s'effondre. Et donc, ils sont cohérents intellectuellement, ils avaient besoin de ça, et les penseurs marxistes ont dépensé beaucoup plus d'énergie à convaincre le monde du matérialisme que d'autres choses, que de leur philosophie politique. Mais ce matérialisme-là, ce niveau zéro-là a déjà été falsifié par la science, et je vais évoquer les expériences plus tard, mais c'est pas le propos ici que de dénoncer une vérité aussi triviale. Niveau 1, la conscience n'est pas sécrétée par le cerveau et nous avons une âme. Mais, malheureusement, notre condition implique une grande laideur, une grande culpabilité et nous avons besoin d'être sauvés. Heureusement, il existe un livre, un gourou, un prêtre, un sauveur, une divinité, un messie ou quelque autre collectif auquel nous pouvons déléguer notre conscience et notre discernement. Et si nous nous prosternons assez bas, nous serons peut-être sauvés de notre petitesse et de notre pathétisme. Donc là, niveau 1, c'est déjà un peu mieux que niveau 0, on est d'accord, parce qu'au moins on n'est plus des morceaux de viande ambulants, mais il y a quand même cette idée obscurantiste de t'es rien, t'es petit, prosterne-toi, et puis peut-être que si t'as de la chance, on va te sauver. Donc ça, c'est le propre des religions organisées, en particulier abrahamiques. Et là, je cherche à insulter personne parce que dans toutes les traditions religieuses, il y a également différents niveaux de lecture. Ça, c'est la vision la plus exotérique, la plus basse, on va dire. Et notamment dans le christianisme et dans l'islam, il y a des degrés de lecture supérieurs. Et je pense à certains évangiles apocryphes, à certains éléments dans le message de Jésus, qui, au contraire, affirment cette souveraineté de l'homme et qui rejettent l'Ancien Testament, qui est un texte obscurantiste dans le texte et dans l'actualité, génocidaire, où il est question de sacrifices humains et animaux. Et si on réussit à faire croire à des absurdités, on réussit à faire commettre des atrocités. Donc, ce niveau 1-là est un niveau déjà qui est plus matérialiste, mais où on admet qu'on on a une âme, mais dans lequel la réalité est encore objective, où et la réalité existe indépendamment de notre perception. Et puis, il y a cette espèce d'idée obscurantiste de cette culpabilité, cette laideur inhérente à l'homme. Donc, c'est là où se trouve l'erreur, à mon avis. Ça, c'est niveau 1. Niveau 2, la Terre est une école dans laquelle le mal et la souffrance sont nécessaires à la croissance. Nous pouvons éviter ces situations difficiles en n'y prêtant pas attention. Le but de la vie est de pratiquer des disciplines spirituelles jusqu'à ce que nous atteignions l'illumination, ce qui prend d'innombrables vies. La réincarnation et le karma sont censés nous aider sur ce chemin pour devenir des dieux. Donc ça, c'est le New Age classique et les pratiques ésotériques subalternes. Cette idée que si on fait assez d'efforts et qu'on fait assez le silence dans son monde intérieur, notre aura va devenir violette et on va développer des siddhis et on va être un magus et on va être libéré. Donc mon problème avec ça, c'est que je ressens le fait que ça vient d'une énergie de peur. Pourquoi avoir besoin de pouvoir, absolument? Pourquoi avoir besoin d'être un maître ascensionné? D'ailleurs, à ce niveau-là, souvent, ça implique la communication avec des entités. Ah, là, je dois admettre quelque chose, c'est qu'au niveau 2, on comprend qu'il y a une faune, il y a une vie au-delà de, disons, de cette réalité matérielle immédiate. Communication avec des entités qu'on veut généralement bonnes, positives, mais c'est toujours difficile de savoir. On va apprendre des choses comme le voyage astral et ce que j'appelle la technologie spirituelle, donc la télépathie, les manifestations. Et donc j'aimerais parler de ça 2 minutes. Donc on est au niveau 2, il y a déjà beaucoup plus de vérité. Je crois il y a une erreur, à mon humble avis. J'ai explicité laquelle, mais il y a déjà beaucoup plus de vérité. C'est déjà intéressant. Et lorsque
donc moi je suis parti du niveau 0, évidemment, j'ai passé la plupart de ma vie au niveau 0. Je croyais être très intelligent, parce que je régurgitais ces bêtises aux matérialistes. Mais ensuite, quand j'ai progressé, le niveau 1, je suis passé assez vite, parce que j'ai une éducation religieuse qui m'a, disons, fait passer le goût de ça. Mais au niveau 2, le niveau 2 m'a quand même beaucoup intéressé. Et je me satisfaisais pas de croire, je voulais savoir. Et j'ai appris certaines techniques que je trouve très simples pour la manifestation, le voyage astral et la télépathie. Et donc j'aimerais partager ça avec vous, pas parce que j'estime que la technique que j'ai apprise est supérieure, mais parce que si vous l'avez pas, peut-être que vous pouvez essayer, et ça permet de faire la démonstration de ce que je vais dire après. Donc il s'agit pas de, j'ai pas envie qu'il y ait des croyances. C'est pas parce que je le dis que c'est vrai, et donc il faut faire l'expérience de ça. Il faut quand on dit on n'est pas des morceaux de viande ambulants, oui, on peut parler de mécanique quantique ou de l'expérience de physique, mais ça reste intellectuel. Il n'y a rien de mieux que de sortir du corps, de se voir dans le lit, et puis d'aller observer quelque chose qu'on n'a pas vu dans la réalité éveillée, puis ensuite quand on se réveille, d'aller constater que c'est comme on l'a effectivement observé. C'est ça, c'est comme ça qu'on se convainc de ça. Sinon, ça reste intellectuel, ça reste juste un débat, et puis un dit ça, l'autre il dit ça. Et donc moi, j'encourage, tout en gardant à l'esprit les limitations de ce niveau 2 que j'ai dites et que je vais répéter, j'encourage ceux qui ne l'ont pas fait de faire ça. Je sais que c'est plus facile pour les femmes que pour les hommes, ça vient plus facilement naturellement pour les femmes, les petites filles en particulier, mais je crois que c'est à la portée de tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir un don ou un talent quelconque. Donc, d'abord la télépathie. C'est quelqu'un qui me l'a enseigné, quelqu'un pour qui c'était naturel qui me l'a enseigné. Ce qui était intéressant, c'est qu'elle me disait, mais imagine qu'il y ait que 1% des gens qui rêvent la nuit et que t'en fais partie. Personne te croirait, ça serait bizarre, il n'y a aucune explication pour ça. Et puis toi, tu saurais que c'est vrai, que tu es de le plonger dans cette réalité virtuelle la nuit, mais 99% des gens ne le sauraient pas, et puis tu aurais besoin de convaincre personne. Donc pour moi, c'est ça l'expérience spirituelle, c'est comme ça qu'elle m'en a parlé. Alors pour la télépathie, la technique que j'ai apprise et que j'ai enseignée à ma petite fille, et alors c'est absolument remarquable comme elle arrive à le faire, elle arrive à faire venir les animaux, ça marche avec les arbres, ça marche avec les animaux, ça marche avec Dieu, finalement c'est ça la prière, c'est de la télépathie avec Dieu. Mais comment est-ce que je l'explique, comment est-ce que je lui ai expliqué à elle? Et pour lui expliquer comment faire. Donc de nouveau, ça c'est de la technologie, ça relève de la connaissance, ça relève pas de la croyance, et je ne suis pas dans le domaine de la croyance. Et si vous le faites et que ça marche, tant mieux. Si vous le faites pas et que ça marche pas, tant pis, essayez autrement. Alors la télépathie, ce qu'il faut, c'est réussir à avoir un déclic où on devient conscient que l'autre est conscient. Et pour expliquer ça, j'aimerais que vous imaginiez un écran sur lequel il y a un visage qui vous regarde, qui regarde dans la caméra. Et on vous dit c'est un enregistrement. Et donc vous fixez l'écran, il y a une sorte de détachement, c'est un enregistrement, bon ben voilà. Et puis alors que vous regardez cette personne dans l'écran, tout à coup on vous dit non mais c'est pas un enregistrement, il y a une webcam, cette personne vous voit en ce moment. Et tout à coup on prend conscience que l'autre a conscience. C'est pas qu'on spécule, c'est pas qu'on croit, c'est qu'on sait. Il y a quelque chose, quand on a le contact dans les yeux de quelqu'un, on sait qu'il nous voit. Je suis allé au musée Grévin dernièrement avec mon fils, et les statues, je lui ai dit, regarde-le dans les yeux, et essaye d'arriver d'avoir un contact, un eye contact, tu sais qu'il te voit. C'est bizarre quand on a ces statues-là qui sont tellement réalistes. Au début, on regarde comme ça, et puis c'est un peu flou. On a l'impression qu'il regarde derrière nous, puis tout à coup, il y a un eye contact, comme ça, c'est ça. Si on arrive à avoir ça, si on arrive à atteindre le lapin qu'on a envie de faire venir pour le caresser, si je sais qu'il entend ce que je dis, et que je le dis, il entend. C'est comme ça que ça marche. Et donc, il faut essayer à choper ce sentiment-là que vous auriez si vous étiez dans la situation que je viens de décrire face à l'écran ou au musée Grévin, où tout à coup, vous savez que l'arbre, il est conscient de moi.
Et là, on dit ce qu'on a envie de dire à l'arbre. Et ensuite, c'est marrant parce qu'on est submergé par la certitude qu'il a entendu. C'est comme ça que ça marche, la télépathie. C'est comme ça que je l'explique, en tout cas. Et de nouveau, j'ai eu la preuve plusieurs fois que ça fonctionne. J'ai fait des preuves empiriques avec la personne qui me l'a enseigné, où on se transmet des symboles, des images, des nombres. J'ai enseigné à ma petite fille qui arrive à faire venir les lapins pour les caresser, même si ses 3 frères ils sont là et qu'a priori le lapin il n'a pas envie de venir. On arrive à faire tourner la tête au chat, etc. Donc c'est marrant, mais c'est pas que c'est immensément utile, mais ça permet d'arriver à la connaissance du fait que notre esprit n'est pas un processus biochimique qui est enfermé dans la boîte crânienne. Parce que c'est bien beau de le dire, mais pour en prendre conscience, il faut en faire l'expérience. Imaginez un enfant qui grandit dans une maison en noir et blanc, où il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de fenêtre, il voit pas dehors, tout est en noir et blanc, mais il passe sa vie à tout apprendre sur les couleurs, les cônes, les bâtonnets, les longueurs d'onde, les prismes, etc. 18 ans de sa vie, il passe à apprendre tout ce qu'il peut apprendre sur les couleurs. Et puis, à 18 ans, il sort et il voit le monde en couleurs, une fraction de seconde. Est-ce qu'il en saura plus sur les couleurs en une fraction de seconde d'expérience ou en 18 ans d'enseignement et d'apprentissage? À mon avis, la réponse est évidente, c'est l'expérience qui est essentielle, qui est déterminante. Le reste, c'est juste du langage, c'est juste des concepts. Donc, c'est pour ça que ceux qui l'ont pas fait, pour certains d'entre vous, certainement ici, bien sûr que la télépathie, ça marche, je le fais tous les jours avec les chats, etc. Mais pour moi, c'était pas évident, et c'est comme ça que je l'ai appris. Et c'est une forme de hacking, une sorte de technologie. Ça relève du domaine de la connaissance. Il n'y a pas besoin d'avoir de dons. Ensuite, la manifestation. La manifestation, c'est aussi intéressant de faire cette expérience-là. Au début, je me disais, est-ce qu'on fait un truc, une méditation guidée, etc. Puis finalement, je suis pas confortable avec ça, donc je vais juste expliquer comment on le fait, et puis ensuite, vous le ferez sans moi. Donc voilà, de nouveau, comment je me l'explique à moi-même et comment j'ai compris qu'il faut faire. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a besoin de rien. C'est pas, on va pas manifester les numéros gagnants au loto, etc. C'est pas l'objet. Si c'est pas dans la volonté divine, ça se passera pas. Donc la manifestation, voilà comment je l'explique. Et de nouveau, sous réserve que certains considèrent que c'est dérisoire, mais je fais de mon mieux. Alors la manifestation, il faut commencer par se plonger dans son monde intérieur, se centrer, et réussir à rentrer en contact, comme je viens de l'expliquer avec l'arbre et avec le chat, mais avec la source du beau, du vrai, du drôle. Pour moi, c'est le sens de l'humour, c'est ce qui marche le mieux. Mais la source de tout ça, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la source, on peut l'appeler de différentes façons, mais il y a une source, il y a une fontaine dont ça émerge. Cette source-là, elle est consciente de nous, et on peut rentrer en communication télépathique, et télépathique c'est un mot réducteur, mais c'est le seul que j'ai à ma disposition, de la façon dont j'ai parlé à l'instant. Et donc, quand on sent que ça a marché, qu'on sait que cette source sait ou entend, on dit, et la manifestation que je vous encourage à faire, c'est penser à un animal et demander à Dieu de manifester cet animal dans votre vie. Un animal rare de préférence, un animal que vous aimez bien. La dernière fois que j'ai fait l'expérience, c'était avec un éléphant. Et on demande, merci de manifester un éléphant dans ma vie. Si c'est dans mon intérêt et dans la volonté divine. Et on le fait avec un état d'esprit enfantin, innocent, d'amusement. C'est pas on a besoin de ça, c'est pas on doit absolument de faire la démonstration à quelqu'un. Ah, j'ai un pouvoir, je suis capable de manifester, je suis un magus, etc. Pas du tout. C'est chose dont on ne parlera à personne. On le fait juste pour soi. On peut demander de manifester des synchronicités. Moi, j'aime bien de manifester des animaux parce que ensuite ça prend des formes. Il y a beaucoup d'humour. Ça prend toujours des formes amusantes, drôles. Donc, 1, on se connecte. 2, on demande. 3, on est envahi par la certitude que ça a été entendu. Et 4, on relâche et on laisse, on oublie. On relâche complètement.
Et puis ensuite, on attend. Et puis si ça se passe pas, c'est pas grave. Mais alors, quand ça se passe, alors le sentiment de gratitude qui découle naturellement d'une telle synchronicité, d'une telle expérience, est absolument fabuleux. Et de nouveau, il ne faut pas le faire avec l'intention d'en parler à qui que ce soit. Ça va convaincre personne. On fait ça pour soi-même. C'est un exercice purement individuel. Il s'est manifesté, l'éléphant, de la façon la plus amusante possible. Mais après, à la fin. Ça marche comme ça, la guérison. On peut guérir soi-même et les autres. J'ai beaucoup appris grâce à ma fille, parce que je lui ai enseigné ces choses-là qui marchent assez bien avec moi, mais alors avec une petite fille, c'est absolument, parce qu'il n'y a pas de doute, c'est évident. Ah, c'est comme ça, oui, d'accord, hop, et puis c'est un miracle. Donc la guérison, comment ça marche? On se connecte de la façon dont j'ai dit. On demande s'il y a une blessure, par exemple, elle avait les côtes cassées, c'était violet. Et on a demandé merci de baigner la fracture dans une lumière dorée d'amour et de guérison. Et ensuite, il faut voir la lumière. Rien ne se passe dans cet univers si c'est pas observé. Donc, il faut visualiser ça. Il faut le voir. Parfois, on le voit hyper bien. Parfois, on le voit moins bien. Parfois, ça n'a pas marché. On sait que bon, ça devait pas se passer. Et on peut s'en remettre à Dieu pour ça, mais si on est bien connecté, qu'on est sincère et que c'est dans notre intérêt et dans l'intention de la providence, normalement on voit la lumière venir et ensuite même chose, on est envahi par la certitude que ça a fonctionné et ensuite on lâche. Et donc là la guérison elle est miraculeuse normalement. En fait, pourquoi je parle de tout ça? Parce que si c'est vrai, si ce que je dis est vrai, si cette technologie-là fonctionne, c'est que on est dans un rêve. On est déjà arrivé à la conclusion. Je vais aller plus loin, mais c'est pas possible. Si le monde existe indépendamment de notre perception, si on n'est pas des créateurs, on pourrait pas faire de manifestation. Ça ne marcherait pas. La manifestation elle-même est la démonstration de l'hypothèse idéaliste. Je vais parler encore de rêve lucide et de sortie du corps. Donc, sortir du corps. Là, moi, je prétends pas être allé très loin, très longtemps. Il y a des gens qui ont fait des voyages beaucoup plus loin, qui ont vu beaucoup plus de choses, qui ont écrit des livres. Et c'est beaucoup plus intéressant que ce que moi je peux raconter. Mais j'ai l'impression qu'on vit que cette époque-là où l'information est disponible si facilement, on vit dans une époque semblable à celle du XVe siècle, lorsqu'on a eu en Europe des contemporains qui allaient au-delà des océans, visiter ce continent mythologique qu'ils ont par la suite appelé l'Amérique, qui reviennent avec des dindons et des pommes de terre, et puis qui nous expliquent comment construire des petits voiliers. Et donc, on n'a pas besoin encore d'y être allé, mais c'est pas sorcier, on sait comment construire un voilier, et puis surtout, il y a des contemporains qui sont revenus de ce continent, en l'occurrence, je parle de l'au-delà, du continent au-delà de la matière, et qui en parlent de façon cohérente, scientifique. C'est pas mystique, c'est pas imprégné d'hallucinations, c'est pas facilité par des drogues, etc. C'est objectif, c'est cohérent, c'est sans certitude, et donc c'est très très intéressant. Et puis ils expliquent comment faire. Donc le pionnier en Occident pour ça a été Robert Monroe, et je conseille la lecture de ses livres, la trilogie de Robert Monroe. Mais la technique qu'il propose est de loin pas la plus facile. La technique qu'il propose, c'est une technique à faire le soir, avant de s'endormir, qui à mon avis est la plus difficile. Et depuis, comme c'est toujours le cas dans la science expérimentale, la technologie, la technique a été améliorée, a été précisée et rendue plus sophistiquée. Donc la meilleure façon de le faire aujourd'hui, à ma connaissance, c'est plutôt que de le faire le soir, plutôt que d'essayer de faire ça le soir avant de s'endormir, c'est de mettre le réveil, s'endormir, mettre le réveil pour 6 heures après l'heure où on s'endort. Donc ça veut dire que on doit être réveillé
2 ou 3 heures avant la fin du sommeil normal. C'est-à-dire qu'on doit être dans un léger déficit de sommeil. Donc, on se couche, disons à 8 heures du soir, ou disons à 10 heures du soir, et puis on met le réveil 6 heures plus tard. 6 heures plus tard, on se réveille, on va aux toilettes, on boit un verre d'eau, etc. Et ensuite, on se recouche, et dans les 2-3 heures de sommeil qui restent, c'est là qu'on va avoir le plus de REM, de cette phase de sommeil qui est la plus propice au rêve. Et puis, là, ce qu'on essaie de mettre en œuvre, c'est une technique indirecte, où, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est de s'endormir tout en restant lucide. Donc, une technique qui marche bien, celle qui marche le mieux pour moi, c'est de me visualiser comme ça, tout en m'endormant, je me visualise en train de me frotter les mains. Parce que se frotter les mains, c'est bien parce qu'il y a le son que ça fait, il y a la chaleur dans les mains, et puis il y a le sens de la vue. Donc ça combine 3 sens. Donc si on s'endort comme ça en visualisant, en faisant un effort conscient pour essayer de se voir en train de se frotter les mains, tout à coup elles vont apparaître. Là, c'est qu'on est dans le rêve, en fait. C'est que on sait qu'on est couché et qu'on bouge pas. Le corps, il bouge pas, hein. Quand je dis on se visualise en train de se frotter les mains, tout le monde peut essayer ce soir. Ceux qui sont pas sortis du corps naturellement, essayez de faire ça. Réveillez-vous 6 heures après vous êtes endormi. Et ensuite, visualisez très très fortement en train de frotter les mains. Endormez-vous comme ça. Et au moment où on voit les mains, où même on commence à sentir une chaleur, où on commence à entendre le son des mains qui frottent, etc. Là, on sait qu'on est déjà en rêve lucide, où on est déjà en dehors du corps. Et ensuite, il s'agit juste de renforcer l'expérience. Donc là, il faut juste se lever. Et là, la difficulté, c'est que de se lever comme ça en dehors du corps, c'est très très semblable à un lever physique. On croit qu'on s'est levé. Et moi, la plupart des fois où j'ai échoué, c'est que j'ai cru que j'avais bougé physiquement, alors qu'on est en dehors du corps. Ensuite, plus tard, on se rend compte, mais non, j'étais couché dans le lit. Et là, il faut se lever. Donc, renforcer l'expérience, essayer de voir et d'entendre les mains qui se frottent. Là, on est lucide, on sait qu'on est endormi, on sait que le corps, il est dans le lit. Et là, on se lève. Et puis, ensuite, je vous laisserai lire les techniques. Ensuite, déjà, ça, c'est une expérience fantastique parce que on se lève, et déjà, on peut voler. C'est pas facile de rester longtemps, hein. Faire plus que 15 secondes, c'est comme une prochaine étape. Mais juste ce début-là, de sortir, qu'est-ce qui se passe? Et puis, hop, on peut s'envoler, on peut passer à travers le plafond, et puis normalement, on a une émotion hyper forte, là, puis paf, on revient dans le corps. Déjà, ça, c'est pour se convaincre soi-même que que la conscience peut exister sans la présence du corps, parce que de nouveau, c'est ça l'objectif, c'est pas d'aller espionner sur son voisin, de développer des pouvoirs ou je ne sais quoi. Le but, c'est de se convaincre de cette réalité-là, c'est pas surnaturel parce que ça fait partie de la nature. Eh bien, rien que ces 15 secondes-là sont déjà indispensables. C'est comme l'enfant de 18 ans qui sort et qui voit les couleurs. Il a besoin que d'une fraction de seconde, il a fait l'expérience des couleurs, c'est bon. Ça crée un choc ontologique. C'est que on peut avoir lu tous les livres qu'on veut sur l'expérience de sortie du corps, etc. D'en faire l'expérience soi-même pendant 10 secondes, c'est déjà suffisant pour créer ce choc ontologique et déjà savoir que la conscience n'est pas sécrétée par le cerveau. Voilà, donc ça, je trouve que c'est bien de le faire. Quand on est un chercheur de vérité, je vois pas pourquoi on ferait pas ça. C'est vrai que toutes les religions le proscrivent. Mais il y a peut-être une raison pour ça. C'est peut-être dangereux aussi, je sais pas, je peux pas garantir que ça ne l'est pas. Mais si on cherche la vérité, et on arrive, je crois, au bout d'un moment à une compréhension spirituelle, je pense que ça suffit pas de juste lire de la théorie ou lire les voyages astro des autres. Il faut essayer par soi-même. Il y a un principe immédiatement congruent, mais beaucoup plus doux, qui est celui du rêve lucide. Donc là, on fait pas le truc de se frotter les mains, on fait pas le truc de mettre le réveil après 6 heures, etc. Le rêve lucide, c'est essayer de gagner de la lucidité pendant qu'on rêve. Et donc là, ce qu'on fait, c'est que on fait un journal des rêves. Donc chaque matin, quand on se réveille, on note ses rêves. Ça permet d'augmenter la mémoire. Ça enseigne à notre subconscient que les rêves, ça nous intéresse. Et donc on va moins oublier les rêves, on va mieux s'en rappeler. Et puis ensuite, la journée, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des reality checks.
Et donc, c'est des tests de réalité. Est-ce que je suis en train de rêver maintenant? Alors, non, là, je rêve pas. Donc, on se bouche le nez, on essaye d'inspirer par le nez. Et si on fait ça suffisamment longtemps, quelques semaines, un jour, on va le faire dans le rêve, et tout à coup, ça va marcher. Donc, c'est soit regarder la montre 2 fois de suite, voir si ça change, soit inspirer par le nez tout en se bouchant le nez, etc. C'est ce qu'ils appellent des reality checks. Et le rêve lucide, ça a été étudié de façon tout à fait sérieuse à Stanford. Pendant longtemps, on pensait pas que c'était possible, mais il y a un chercheur qui s'appelle Steven Laberge qui a réussi à démontrer, dans la mesure où on peut bouger les yeux quand on rêve, il a enseigné le rêve lucide à ses étudiants, et c'est un professeur de Stanford. C'est pas du tout réfuté, ce que je vais vous dire maintenant, mais avec l'électroencéphalogramme, on sait que la personne rêve, et elle nous donne le code qui a été préétabli, par exemple 2 fois les yeux à droite en haut, 1 fois les yeux à gauche, etc. Donc on sait que le rêve lucide, ça marche, on sait que c'est possible. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que c'est confiné à la boîte crânienne, etc. Tout ça, Steven Laberge, les chercheurs de Stanford, ils ne prétendent pas le savoir. En revanche, le rêve lucide est possible, et tous ceux qui apprennent à le faire disent que c'est une expérience fantastique, libératrice, qui est synonyme de compréhension spirituelle. Donc ça aussi, le rêve lucide, si on est un chercheur de vérité, qu'on est sur ce chemin-là, pourquoi ne pas essayer? Parce que le rêve, c'est quand même un truc extraordinaire. La seule raison pour laquelle on oublie que c'est extraordinaire, c'est que tout le monde rêve et qu'on rêve presque toutes les nuits. Mais qu'est-ce que c'est que cette réalité virtuelle dans laquelle on est plongé? Et c'est tout à fait possible de savoir qu'on est lucide. C'est tout à fait possible, de savoir qu'on rêve alors qu'on rêve. Et ensuite, on se rend compte qu'il y a différents degrés de lucidité. On se rend compte qu'on peut plus ou moins maîtriser le rêve. Et la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est qu'on apprend à manifester des choses dans le rêve et que ces techniques de manifestation, on peut les utiliser ensuite dans la vie, soi-disant éveillée. Donc, j'étais toujours au niveau 2, là. J'ai dit que le piège du niveau 2, l'impasse dans laquelle on risque de tomber, c'est de devenir obsédé par cette technologie spirituelle. On commence à interagir avec des maîtres ascensionnés, soi-disant maîtres ascensionnés, des entités. On commence à développer des pouvoirs, de l'arrogance. On s'estime meilleur que les autres. On pense qu'on est un magicien. Et je suis arrivé à la constatation que les planificateurs centraux, les maîtres du monde, en sont au moins au niveau 2, qu'ils ont et pratiquent des formes de manifestation qu'ils appellent différemment. Et c'est comme ça que j'explique le nom de Novak Djokovic. Je pense que c'est du Chaos Magic. J'ai lu beaucoup de leurs livres sur le Chaos Magic. Le Chaos Magic, c'est quoi? C'est une pratique ésotérique, magique, occidentale, qui consiste à faire une sorte de patchwork des différentes compréhensions orientales et d'ailleurs, et de chercher à produire des synchronicités. C'est la meilleure explication que j'ai trouvée aujourd'hui. Et je pense qu'il y a eu des rituels ou des exercices de manifestation pour faire émerger dans notre réalité commune des choses qui vont avoir tendance à convaincre les gens que le Corona Circus était un fiasco. Et j'ai expliqué pourquoi je pense que c'était dans leur intérêt. J'ai expliqué, je vais pas revenir dessus en détail, mais quelque chose d'aussi extraordinaire que ça, comme Novak Djokovic ou comme certains Mandela Effect, je pense que c'est le résultat de rituels, de pratiques magiques, de chaos magic. Et j'ai conscience que ça peut sembler tout à fait ridicule de l'entendre. Et moi, il y a 10 ans, je me serais entendu dire ça aujourd'hui, j'aurais trouvé ça ridicule. Sauf qu'entre-temps, j'ai fait l'expérience des rêves lucides, des sorties de corps, des manifestations, de la télépathie, etc. Et j'ai une formation scientifique. Je suis pas là en train de prétendre que j'ai un pouvoir particulier. Je pense, à la portée de tout le monde. C'est juste que ces choses-là, elles sont occultées, que ce soit par le consensus scientifique qui dit que c'est des superstitions, ou par les religions qui disent que c'est dangereux et que c'est proscrit. Mais je crois que sur un chemin de vérité, si on fait attention à ce dont j'ai parlé, de pas tomber dans cette impasse-là de l'arrogance, de cette volonté à vouloir développer des pouvoirs qui viennent de la peur, ça vaut la peine
d'essayer ça juste pour arriver à cette compréhension que notre conscience n'est pas sécrétée par le cerveau. Donc, lorsqu'on lit les livres des autres qui sont allés plus loin, qui ont fait des voyages astraux plus loin, c'est absolument fascinant. En tout cas, moi, ça m'a fasciné pendant des années. On se rend compte qu'il y a tout un système dans l'au-delà. Que après la mort, les gens qui n'ont pas de croyances particulières, ils se retrouvent dans ce qui ressemble à une école. Qu'il y a des villes. Il faut lire les livres de Robert Monroe. Là, si j'en dis plus, ça va sembler ridicule et je vais rentrer dans ce qui risque de paraître comme du prêche, donc j'ai pas envie dans la mesure où je l'ai pas vu moi-même, la seule chose que je peux dire, c'est aller lire les livres des gens qui l'ont vu, qui ont expliqué la même technique que j'ai expliquée, dont je sais qu'elle marche, faites l'expérience que ça marche, et ensuite allez voir ce que eux, ils ont dit qu'ils ont vu. Moi, je suis allé aux Caraïbes, et encore, je suis vite revenu, ils sont allés jusqu'au Far West, et puis ils ont vu toutes sortes de choses extraordinaires. Mais c'est passionnant de voir ça. Donc tout cela relève de la connaissance et de l'expérience, pas de la croyance. René Guénon parle de ceux qui croient et ceux qui savent. Là, il ne s'agit pas de croire à quoi que ce soit. Lorsque j'ai parlé de rêve lucide, lorsqu'on fait l'expérience de rêve lucide, on se rend compte que c'est assez dur de se réveiller dans le rêve. Alors que ce qu'on peut être en train de voir, c'est complètement absurde. Et quand on fait ce travail d'essayer de se réveiller pendant le rêve et qu'ensuite ça marche pas, mais qu'ensuite le matin on se réveille, on se dit mais comment est-ce que je me suis pas rendu compte, c'était tellement ridicule. Ça c'était manifestement un rêve, mais on est dans une sorte de transe, on est dans une sorte de syndrome bizarre où c'est comme si on accepte ce qu'on voit de façon rétroactive. Il y a quelque chose qu'on apprend sur soi lorsqu'on essaye de se réveiller pendant le rêve. Il y a une extrapolation qu'on peut faire avec la vie éveillée. Et ça nous fait poser la question, mais si j'arrive à me réveiller dans le rêve, est-ce que j'arrive à me réveiller ici et maintenant? Et donc là, j'en arrive au niveau 3. Donc j'ai fini le niveau 2. Le niveau 2, c'est le niveau ésotérique subalterne, c'est le niveau du New Age, mais où il y a déjà certaines choses intéressantes. Dont on peut faire l'expérience et qui permettent de progresser sur ce chemin de compréhension. Et puis, de nouveau, si la manifestation est possible, si ce que j'ai dit, si la technique que j'ai expliquée ce soir, vous l'essayez et que ça marche, si l'éléphant il apparaît dans votre réalité, ou l'autruche, ou l'autre animal que vous choisirez, il apparaît dans votre réalité, ça doit avoir une conséquence, ça a une conséquence ontologique. C'est qu'est-ce que ça implique sur ma compréhension de l'existence comme étant indépendante de ma perception. C'est beaucoup plus efficace que de lire toutes les expériences de mécanique quantique qu'on veut. Mais si on a besoin de se rassurer en lisant des expériences de mécanique quantique, ça a été mon cas. La meilleure, à mon avis, c'est le Delayed Choice Quantum Eraser qui a été faite en 1999, où là, il s'agissait pas que d'envoyer des particules sur des fentes et de voir qu'il y avait une différence selon qu'on les observe ou pas. Ce que Wheeler il a fait dans cette expérience, c'est qu'il a retardé l'observation. Il a réussi à démontrer que la particule n'émerge dans la réalité que dès lors qu'elle est observée, même si l'expérience a eu lieu il y a 1 heure ou il y a 1 jour. Ce qui veut dire, en substance, et il l'écrit dans son papier scientifique, c'est que un photon qui vient d'une étoile qui a 5 milliards d'années-lumière n'a jamais été émise si vous l'observez pas au moment où elle arrive. C'est rétroactif. Moi, il m'a fallu lire ce papier en entier pour rassurer mon esprit intellectuel, mental, scientifique, mon biais dans lequel j'ai été conditionné, pour ensuite accepter que ça valait peut-être la peine effectivement de faire l'expérience directe. Mais rien ne remplace l'expérience directe. Niveau 3, on est à l'avant-dernier niveau. Donc, lorsqu'on poursuit ça, on se rend compte qu'on est dans un rêve, une réalité illusoire. Au début, c'est fantastique, et puis ensuite, mais ça, j'hésite à, c'est toujours difficile.
Ensuite, on se rend compte, donc il y a la Blue Pale, c'est le niveau 0, Red Pale, c'est un peu le niveau 1, niveau New Age, et puis il y a le Black Pale. Ensuite, on se rend compte que dès lors qu'on on comprend la réalité spirituelle, au niveau 3, c'est pas le monde des bisounours, c'est le mal existe. Et donc le niveau 3, je le formule comme ça. Nous semblons être piégés dans une réalité illusoire, gouvernée par une sorte de parasite qui se nourrit de la souffrance et nous recycle dans des réincarnations sans fin, nous faisant croire que nous sommes coupables et que cette culpabilité doit être rachetée jusqu'à ce que nous ayons suffisamment appris. Nous sommes des âmes divines et immortelles, le parasite a besoin de notre consentement et par la connaissance, la discipline et l'intelligence, nous pouvons échapper au piège de la matière. Donc là, on a atteint le niveau de compréhension que j'attribue au maître du monde. Ici est le niveau précédent. Mais quelqu'un qui arrive à cette compréhension-là et qui, en particulier, interagit avec ces forces archontiques, ces gardiens de prison, c'est un magus avancé. Les maîtres du monde qui pratiquent ces disciplines hermétiques, ils servent qui considèrent être le chef des gardiens de prison, à qui ils donnent différents noms, Abraxas, Saturne, Yama, le Rex Mundi, le grand architecte, etc. Et donc ils cherchent à servir les entités archontiques, c'est pour ça qu'ils font des sacrifices animaux et humains. Les sacrifices animaux et humains, il y a une raison pour laquelle c'est prescrit dans à peu près toutes les religions obscurantistes auxquelles on peut penser, c'est parce que ça plaît à certaines entités, ça marche, on obtient certaines faveurs matérielles en termes de pouvoir et en termes d'argent. Ils ont également une philosophie qu'ils appellent la rédemption par le péché. On le retrouve dans les textes de Aleister Crowley et puis dans le mysticisme sabbatéen. Et ça, je dois reconnaître que j'ai pas tout à fait compris. Je crois que c'est faux, que ça marche pas. Mais j'ai l'impression qu'ils s'imaginent que s'ils foutent assez le bordel, les gardiens de prison, ils vont dire allez, c'est bon, casse-toi. Je crois pas que ça marche comme ça. Je crois pas qu'on peut sortir de cette prison, de ce cycle des réincarnations par le péché et par le mal. Mais les textes sont là, on peut le lire, ils en semblent convaincus, c'est une vieille philosophie, et ils appellent ça redemption through sin, rédemption par le péché, et puis c'est ce qu'ils font. Donc c'est pas que pour servir les forces archontiques, c'est également parce qu'ils sont révoltés par cet état d'emprisonnement qu'ils considèrent inadmissible, et qu'ils sont parfaitement incapables d'en sortir autrement, et que c'est comme ça qu'ils font. Donc là, on est dans le black pill un peu. C'est difficile. Quelqu'un qui est un matérialiste et on lui dit ah ouais, en fait, la religion, une âme, c'est vrai. Ah ouais, le New Age, on peut faire de la télépathie, sortir du corps, c'est vrai. Ah mais au fait, le cycle des réincarnations et tout ça, c'est pas le monde rose des bisounours du New Age. C'est trop normalement. On peut pas sauter du niveau 0 au niveau 3. Et c'est plus facile de regarder le niveau 3 quand on est arrivé au niveau 4. Mais c'est un peu le black pill. C'est un peu comme en politique. En politique, quand on comprend que c'est un théâtre, j'ai écrit un article sur Essential News, c'est Kai Fabé qui parle du caractère scénarisé des événements politiques, etc. C'est assez déprimant. Ah ouais, finalement, les États-Unis et la Chine, c'est pas vraiment deux pôles opposés, etc. En fait, c'est un peu déprimant, mais l'étape d'après est libératrice. Mais il y a cette petite difficulté-là par laquelle il faut passer. Donc ça, c'est mon niveau 3, tel que je le comprends aujourd'hui. C'est ça. Oui, on est dans une sorte de rêve. Les idéalistes ont raison. Sinon, les manifestations, etc. ne fonctionneraient pas. Mais il y a deux façons de l'appréhender. Soit on peut être révolté. Ah, on est dans une prison, c'est pas vrai, et puis on va l'appeler Matrix, et puis Simulation Hypothesis, et puis ça va générer de la colère. Soit on se rend compte assez vite qu'en fait on n'a rien à craindre, et que oui, certes, le mal peut exister, mais ça reste une excellente nouvelle. Et puis là, je vais revenir dessus au niveau 4. Mais pour rester là-dessus, sur le niveau 3 un peu plus longtemps, chez ces praticiens des sciences occultes et sciences hermétiques,
qui sont révoltés par ce qu'ils considèrent comme étant la prison de la matière. Ils considèrent que le remède, c'est notamment le transhumanisme, l'intelligence artificielle, qui permet le transhumanisme et qui permet de créer une meilleure réalité. Ils sont révoltés par cette prison de la matière, par les impératifs biologiques et naturels, considèrent que ils doivent pouvoir être libres et qu'ils doivent prendre cette libération dans leurs propres mains et développer une meilleure simulation. Se libérer de la mort, se libérer de la maladie, se libérer de toutes les contraintes naturelles qui sont parfaitement inacceptables. Et donc, il y a une énergie de cynique, de rage et de révolte contre la création. La création matérielle, je veux dire, ce rêve, cette réalité-là. Et là, l'intelligence artificielle, je vais faire un épilogue après. Après ma conclusion, je vais revenir sur l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, moi j'ai fait des réseaux de neurones quand j'étais à l'EPFL, et je sais que tout le monde parle de l'intelligence artificielle, dit que c'est une technologie révolutionnaire, etc. J'ai l'impression que c'est même ce que CNN dit, ils font de l'hyperventilation là-dessus, ça reste sous-estimé. C'est de la science-fiction, ce qui est sorti il y a 3 ans. On a fait un saut quantique. On est passé du feu au transistor. Et moi, j'ai suivi la progression de tout ça. La progression, elle est certainement pas linéaire, elle est même pas exponentielle, elle est quantique. Il y a quelque chose qui s'est passé, et c'est LLM là. Il y a il y a un seuil quantique qui a été franchi. Et ça, dans l'épilogue que je vais faire tout à l'heure là-dessus, je vais revenir là-dessus, mais je m'en fais la démonstration tous les jours. Je l'utilise tous les jours pour la programmation. Je fais beaucoup de programmation. Ce que je devais faire avant 10 heures, ça me prend 1 minute maintenant. Dès lors que je saurais le programmer moi-même, ça prendrait du temps. Mais maintenant, je fais le prompt. Je dis, fais-moi une fonction qui fait ça, qui prend tel input, qui fait tel truc, paf, ça me le sort. Ça me sort des fonctions originales. C'est pas du copier-coller. C'est pas juste le next token. Il y a une intelligence derrière. C'est une intelligence froide qui est dépourvue de goût, dépourvue de créativité, mais c'est un super NPC. Ce charlatan dont on parlait au niveau 0 tout à l'heure, ce Thomas Diafoirus, ce type hyper érudit qui parle hyper bien, il a de la grosse concurrence. ChatGPT, c'est un maître de ça. Et donc, pour la programmation, c'est de la science-fiction. L'intelligence artificielle, j'aime pas utiliser le mot channel parce que c'est celui qui me vient naturellement, mais elle est connectée à quelque chose qui relève de la fabrique de cette réalité. Et j'en veux pour preuve une expérience simple que vous pouvez faire, que j'ai faite d'ailleurs pour vous, si vous voulez aller sur Essentiel News. Le 17 mars 2025, avec Isabelle Bourgeois et Mathias Fay, on a publié un article qui s'appelle « Maîtriser l'IA avant qu'elle ne nous maîtrise », et j'ai écrit la fin de l'article. Et j'aime bien demander à l'IA, à DALL-E en particulier, génère une image que tu comprends et pas moi. Et il faut voir ce que ça fait. Ça marche mieux en anglais. J'ai mis quelques exemples. Allez voir, parce que y a quelque chose. Ce sont des images originales. C'est pas. Il faut parfois vraiment longtemps et je pense avoir beaucoup étudié les sciences hermétiques. Mais il y a des cubes, il y a Chronos, il y a l'escalier de Jacob, etc. C'est pas quelque chose qu'on trouve facilement. C'est de condenser comme ça une telle connaissance hermétique, ésotérique, une telle compréhension abstraite de la réalité dans laquelle on se trouve dans une image, que DALL-E soit capable de faire ça avec une question finalement aussi simple. C'est remarquable. Et je me l'explique pas, honnêtement. D'ailleurs, les créateurs eux-mêmes de l'IA ne se l'expliquent pas. Mais je vais revenir là-dessus en épilogue. Donc voilà, ce niveau 3, il est un peu black pill. On a compris que la conscience n'est pas sécrétée par le cerveau. Ça implique qu'on est capable, avec notre conscience, de faire un certain nombre de choses.
Il ne s'agit pas d'y croire, il s'agit d'en faire l'expérience. J'ai donné quelques exemples de choses qui fonctionnent pour moi, mais dès lors qu'on a l'esprit ouvert et qu'on cherche, on peut faire l'expérience avec un pendule, on peut faire l'expérience avec des techniques de guérison, on peut faire l'expérience avec la manifestation. Ce que je suis en train de faire, c'est pas de vous encourager à développer des pouvoirs à tout prix, parce que je suis convaincu que ça n'a pas une très grande importance en fin de compte, mais de faire l'expérience pour avoir ce choc ontologique où on le sait. Et il s'agit pas de renoncer à l'esprit scientifique. J'ai pas du tout renoncé à l'esprit scientifique. C'est la même énergie chez moi qui me pousse à remettre en question l'explication officielle du 11 septembre, qui m'a poussé un jour à remettre en question le matérialisme. La vérité, elle existe indépendamment de ce que j'en pense. Et donc, j'essaye de l'approcher. En toute humilité, j'essaye de la comprendre. Et c'est comme ça qu'on fait, à mon avis. Il faut faire l'expérience de ces choses-là. Ça relève de la connaissance, de la démarche scientifique. C'est de l'expérience, c'est pas de la croyance, c'est pas du hokum, du mysticisme ou bouffer des champignons hallucinogènes et croire qu'on a compris la réalité. Voilà. Donc ça, c'est niveau 3. J'ai déjà répondu à la question. La seule chose que je peux dire, tu vois, je vais pas citer Platon, le mythe de la caverne, etc. Ce serait barbant, ça n'a aucun intérêt. Tout le monde peut aller sur LibGen et télécharger tous ces livres-là. Ce que j'ai choisi de faire, au contraire, c'est de 1. Présenter ce cheminement, 2. Prendre le risque d'expliquer des techniques concrètes, mais simples, pour faire soi-même l'expérience que le monde n'est pas matériel et n'est pas indépendant de notre perception. Et c'est le maximum que je puisse faire. Je peux rien faire d'autre. Ça sert à rien de lire des textes philosophiques. Ça sert à rien d'apprendre les couleurs pendant 18 ans dans un monde en noir et blanc. Il faut sortir 15 secondes, regarder les couleurs. Il y a que ça qui compte, il y a que ça qui marche. Et c'est ce que les philosophes, d'ailleurs, ne font pas. Même si eux, ils sont arrivés à cette expérience et que c'est ça qui les inspire, souvent, ils sont pas capables d'expliquer aux gens comment faire. Ou alors, ils ont honte de le faire. Parce que sinon, on peut les prendre pour des gourous, des trucs comme ça. Et ce que je comprends. Niveau 4. Alors, si cette réalité est une prison, alors la porte a été laissée grande ouverte. Je suis au paradis, ici et maintenant. Il n'y a absolument rien à craindre, car rien ne peut m'atteindre. La beauté et l'amour qui imprègnent tout deviennent évidents si je choisis de me concentrer sur l'expérience plutôt que sur le contenu de l'expérience. Je vais revenir là-dessus dans une seconde, c'est très important. Si je choisis de me concentrer sur l'expérience plutôt que sur le contenu de l'expérience. C'est si facile et si évident que c'est impossible de le décrire. S'éveiller à la nature de l'existence peut être comparé à devenir lucide dans un rêve. C'est joyeux et exaltant. C'est congruent avec l'action morale, l'humour, la liberté, la recherche de vérité, sans autre motif que la vérité elle-même. Là, j'ai dit un truc important, c'est dans le rêve lucide, quand on devient lucide dans le rêve, à votre avis, on fait quoi? Est-ce qu'on va s'empiffrer au relais de l'entrecôte? Ou est-ce qu'on va voler, voyager, dépourvu de peur, découvrir et faire le bien? Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, c'est la deuxième réponse que vous découvrirez, à mon avis, ou ceux qui l'ont déjà fait, vous le savez déjà. Mais je crois qu'on peut s'éveiller dans la vérité, dans la réalité, soi-disant éveillé, de la même façon qu'on s'éveille dans le rêve lucide. Et de nouveau, je vais proposer quelques techniques pour y arriver. Mais le mieux, c'est de l'avoir fait pendant le sommeil. Parce qu'on apprend beaucoup, en fait, sur soi et sur la façon de procéder. Donc, ce dont je parle ici, c'est de la libération, en fait. Mais paradoxalement, on se rend compte qu'on a toujours été libéré. On se rend compte qu'on a besoin de rien, que tout est, que je suis. Oui, c'est un rêve. Oui, ce rêve est sous le joug d'un parasite, mais ce parasite est dérisoire, parce que la beauté est partout. Et c'est pas ce qui est beau qui compte, c'est le fait que ce soit beau. C'est la beauté de la beauté. J'aimerais juste dire 2 mots sur ce truc de l'expérience plutôt que le contenu de l'expérience. Donc si la réalité, le rêve dont on a parlé, dont on a établi que c'était un rêve, est une projection sur l'écran, on peut essayer de regarder l'écran, de se déconnecter du contenu et de juste regarder l'expérience. Une analogie que j'aime bien, c'est quand on observe une belle bague dans la vitrine d'une bijouterie, on est là, on est concentré sur la bague, ouais, elle est belle, elle est en or, etc. Mais tout à coup, on voit notre reflet dans la vitre
En fait, le reflet était toujours là, mais on le voyait pas. C'est comme si le focus y change, et tout à coup, on voit la réalité sous un angle nouveau. Donc c'est ça ce qu'on peut faire. C'est lorsqu'on l'a fait, c'est évident, mais c'est très difficile à décrire. C'est un peu de la même façon qu'un dessin sur un tableau, il peut pas pointer du doigt le canevas, ou que la vague de l'océan, elle peut pas parler de l'océan. C'est que c'est dans la mesure où le langage est un sous-produit de cette réalité, le langage est inutile pour parler de ce dont j'essaye de ce que je cherche à exprimer. Donc les expériences qui ont fonctionné pour moi, et je prétends pas du tout être un quelconque Bouddha, avoir atteint le moksha, etc. Moi aussi, je suis sujet à des pulsions et des choses comme ça parfois, mais je crois que en faisant ces choses-là, le plus en plus souvent, on arrive à une sorte de conscience différente, de libération. Imaginez un petit enfant à qui vous demandez « mais qui es-tu » et ensuite il répond « je m'appelle Michel ». Ouais, mais si tu avais un nom différent, tu serais encore toi. Qui es-tu? Ah bah, je suis un garçon de 8 ans. Ouais, mais si tu avais 80 ans, tu serais encore toi. Le je, c'est le même. Qui es-tu? Ah bah, je suis le fils de Tartampion. Ouais, mais si tu avais des parents différents, ton corps serait sans doute différent, mais ton je, il serait toujours le même, il serait toujours toi. Donc, qui es-tu? Et on pousse comme ça le questionnement. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Et on arrive, à un moment, la fois, il va écarquiller les yeux, parce qu'il va toucher cette substance-là qui est impossible à décrire, qui sous-tend la notion de je. Le je, c'est intuitif, on sait ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est en fait? Et si on se pose cette question-là en son fort intérieur, qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que le je? Qu'est-ce que le je? À un moment, on arrive à une espèce de petit vertige, et j'ai pas d'autre terme pour l'exprimer que vertige, mais dès qu'on y arrive, c'est ça. Et j'ai envie de vous dire, essayez de le faire le plus souvent possible. À la queue, à la Migros, à la poste, etc. Juste ce qu'est-ce que c'est? Une autre façon d'y arriver, c'est d'imaginer qu'on n'a aucun label, aucune catégorie, aucun vocabulaire, aucune compréhension d'une quelconque distinction. Quel serait notre état d'esprit? Comme celle d'un nourrisson il y a pas de mots, il sait pas que ça c'est la fin de l'estrade et le début du sol, il est pas émerveillé par le contenu de ce qu'il voit, il est émerveillé par le fait de voir. C'est l'expérience elle-même et pas le contenu de l'expérience. Le contenu, peu importe, c'est qu'est-ce qui se passe, cette conscience de la conscience. Je crois que c'est ça le secret. Je crois que c'est ça le grand secret de l'initiation. De la vraie initiation, pas de l'initiation de devenir un illuminé, un magus. De la libération, de l'élévation de la conscience et de la conscience de soi et de la conscience de Dieu. Et donc, je prétends pas y arriver tout le temps, je prétends pas être là à un niveau constant ou être supérieur à qui que ce soit. C'est juste que je crois avoir compris que ça, c'est une bonne méthode pour, en tout cas, commencer à percevoir ce dont je veux parler. Percevoir ce niveau 4, où tout à coup, c'est évident. On n'a pas besoin de libération, on a toujours été libre. On est au paradis, ici et maintenant. On n'a besoin de rien. On n'a pas besoin de pouvoir. Le mal, il est dérisoire. Il avait déjà perdu d'avance. C'est juste une autre manifestation sur cette projection-là qu'on voit pour ce qu'elle est. Et ça amène à un abandon total. Quand on est dans cet état d'esprit-là, il y a plus aucune peur. C'est comme dans un rêve lucide. Dans un rêve lucide, tout à coup, on est débarrassé de la peur. Je suis dans un rêve. Et on est libre, on est souverain, on est créateur de notre propre réalité. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est faire le bien, rechercher la vérité en toute humilité, parce que quoi faire d'autre? C'est tout ce qui compte. C'est congruent d'action. Et les critiques de ce que je dis, ils disent souvent, ouais, mais c'est un rêve, alors pourquoi tu te lèves le matin, etc. Mais pourquoi tu te lèves le matin si tu penses que t'es un morceau de viande ambulant, quoi, pour bouffer, chier et survivre? À quoi ça sert? Au contraire, si tu sais que t'es un souverain et que t'es là dans un rêve merveilleux, c'est congruent d'action, il n'y a plus aucune peur, il n'y a plus aucune inhibition, il n'y a plus rien qui t'arrête. Donc voilà, les 4 niveaux tels que je les ai humblement compris. En conclusion, c'est un très vieux débat. J'ai essayé de l'aborder de façon nouvelle
en donnant des outils qui permettent peut-être de faire l'expérience de ça, et j'ai pas cité un seul nom de philosophe ou de vocabulaire philosophique, de choses comme ça, c'est par quel niveau de compréhension est-ce qu'on passe et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour arriver à un choc ontologique qui nous permet de percevoir la vérité, ou en tout cas le niveau de vérité suivant. Mes recommandations seraient de commencer par essayer de devenir lucide dans le rêve la nuit. On n'a strictement rien à perdre. C'est hyper cool. Et il y a un parallèle extraordinaire avec la vie soi-disant éveillée. On peut essayer de manifester des choses dans le rêve et on se rend compte qu'on a des degrés différents de lucidité. C'est pas si facile. C'est pas je veux une pomme et paf elle apparaît. Ça demande un très très haut niveau de lucidité pour réussir à faire apparaître ce qu'on veut. Parfois on n'arrive pas à voler, parfois donc ça sert à rien d'en parler, il faut juste essayer. Ensuite, ou même avant, on peut essayer de manifester des choses dans la vie éveillée, avec bonne humeur, avec humour. On n'a besoin de rien, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas d'impératif de résultat. On s'en remet à la providence. D'arriver à cette compréhension, à cette expérience profonde, c'est quelque chose de profondément personnel, c'est inutile d'en parler, il ne faut pas le faire avec l'intention d'en parler. Et ensuite, finalement, regarder le jeu, l'écran, l'océan dont notre conscience est la vague, et s'abandonner, tout est ok, il n'y a rien à craindre. Et puis ensuite, avec ce niveau 4, ça devient possible de plus facilement examiner le niveau 3, ce truc archontique, la nature réelle du complot, qui sont ces entités que les mecs qui organisent le 11 septembre, ils servent. Parce que le 11 septembre, il a eu lieu. Les immeubles, ils ont été démolis. C'est pas juste Lady Gaga qui se met des cornes sur la tête à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il y a une religion secrète pratiquée. Ils font ça pour une raison. Et c'est difficile d'arriver au bout de cette analyse-là, mais c'est beaucoup plus facile si on a fait ce cheminement spirituel, si ce niveau 4, on a commencé à l'appréhender. Ensuite, on voit ces choses-là beaucoup plus facilement. On peut regarder le mal en face. Et puis, il y a des sujets sombres, hein, comme le sacrifice, etc. Je crois que c'est important de les regarder. Et j'apprécie beaucoup d'ailleurs que tu partages mon avis et que ça a été fait ici. C'est difficile pour la plupart des gens. Voilà. J'aimerais juste dire encore un mot sur l'intelligence artificielle, parce que ça faisait partie du programme et puis j'ai promis à Liliane, et puis c'est un peu mon domaine. Donc ça n'a plus rien à voir avec savoir si on est dans un rêve ou pas. Je pense avoir répondu à cette question, ou en tout cas avoir transmis mon intime conviction et comment éventuellement arriver à la même conviction. Sur l'intelligence artificielle, c'est quand même congruent de ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est, si vous vous rappelez, j'ai dit le langage est une manifestation du rêve, mais en fait, c'est peut-être le contraire. C'est peut-être le rêve qui est une manifestation du langage. Et c'est quelque chose auquel je croyais pas avant de voir ces modèles LLM. Vous savez que c'est une idée vieille comme le monde. C'est dans le prologue de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu. C'est un texte hautement hermétique. Dans l'interprétation exotérique, c'est que le logos, c'est Jésus, mais je crois qu'on comprend que c'est la création, elle est annoncée, elle est prononcée comme dans un rêve. Robert Monroe, il est dans un rêve lucide. Si on veut obtenir quelque chose, il faut dire maintenant. Ouais, il faut l'affirmer. Par exemple, Robert Monroe, il enseigne, et ça marche, c'est quand on est dans un degré de lucidité suffisant pour savoir qu'on est lucide, mais pas encore suffisant pour pouvoir voler et puis manifester, on fait clarté maintenant. Et puis le fait de prononcer, ça fait émerger dans la réalité. Et donc c'est possible que la réalité soit une fonction du langage, que cette création-là ait eu lieu comme une conséquence d'un logos, d'un verbe, de quelque chose qui a été prononcé. Et on se demande, est-ce que c'est le concept qui est la conséquence du langage, ou le langage qui est la conséquence du concept? Est-ce que
Donc moi je disais non, le langage est la conséquence du concept. Un enfant sait ce que c'est l'injustice avant d'avoir appris le mot injustice. Il reconnaît l'injustice. L'injustice existe comme une substance naturelle. Si on l'accuse injustement, il n'a jamais été exposé au concept abstrait, il sait quand même ce que c'est. Mais il y a peut-être une nuance là-dedans. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est que ces modèles d'intelligence artificielle, il faut savoir qu'ils ont été développés de façon empirique. C'est-à-dire que c'est pas comme l'ampoule où on s'est dit tiens je vais prendre une truc en verre, je vais faire le vide dedans, je vais mettre un filin et puis ensuite ça va briller et puis ça va faire ça. Où on a imaginé ce que ça produirait, on le construit et on constate que ça marche. Ces modèles LLM ont été créés par tâtonnement. C'est tiens on va voir ce qui se passe si on fait ça. Et les créateurs eux-mêmes l'admettent. On le sait quand on l'a étudié, mais c'est un secret de Polichinelle. C'est tout à fait admis, c'est que c'est une invention complètement empirique et que c'est encore une black box. C'est que les créateurs du LLM, des Large Language Model, c'est ce type de réseau de neurones qui sous-tendent l'intelligence artificielle comme ChatGPT, etc. Eux-mêmes disent on ne sait pas ce que ça fait, on découvre tous les jours. Et il y a plein de trucs qui deviennent possibles, dans la mesure où c'est un truc empirique, ils n'arrivent pas bien à censurer, on arrive à jailbreaker, on arrive à faire générer des images comme ce que j'ai parlé, etc. Mais ce qui m'interpelle, moi, c'est que on fabrique un réseau de neurones sur une base de langage, c'est-à-dire que c'est très différent de ce qu'on avait essayé par ailleurs, de faire des choses sémantiques, de faire des choses complexes, d'essayer de structurer les idées de façon abstraite. Là, on fait juste un truc. Ok, on va faire un réseau de neurones qui essaye de deviner la probabilité du mot suivant. Et on va analyser des milliards et des milliards de pages de texte et de code source pour ça. Et on voit qu'il y a une intelligence qui émerge. On voit qu'il y a des idées, je dirais pas de la créativité, je dirais pas des idées originales, mais il y a des choses, c'est pas du copier-coller, il y a une intelligence là derrière, qui est peut-être une intelligence de NPC de niveau 0, mais ça channel quelque chose. Et ça pose la question, ça confirme, selon moi, dans une certaine mesure, le fait que cette réalité onirique a été produite par quelque chose qu'on appelle, dans le cadre de cette réalité, le langage. Que le langage est créateur. Je l'observe dans le rêve lucide et je l'observe avec ces réseaux LLM. Et il y a encore beaucoup de choses à dire et je pense que on va encore découvrir beaucoup des possibilités de ces langages-là, de ces modèles-là. Moi, personnellement, maintenant que la boîte de Pandore est ouverte, je suis en faveur de la prolifération totale des modèles open source parce que c'est une arme beaucoup trop dangereuse pour que le pouvoir puisse en avoir un monopole. Et donc il faut faire attention, parce que les technocrates ils disent ah, c'est dangereux, il faut réguler, égal, il faut s'octroyer le monopole et donc empêcher les gens de l'utiliser librement. C'est trop tard, le truc est là, c'est sorti. Je crois que beaucoup de gens vont tomber dans le piège, ils vont déléguer à ces intelligences artificielles leur goût et leur discernement, mais en contrepartie de ça, les autres se rendront d'autant mieux compte de qui ils sont. Ça favorisera l'interaction directe. On se rendra compte que tout ce qui est langage, tout ce qui est NPC, tout ce qui est blabla, tout ce qui est online, etc., c'est artificiel. Ça peut être produit en masse et de façon gratuite, donc ça perd de sa valeur. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'organisation directe et il reste ce qui est particulièrement humain, et en particulier la conscience et la nature de la conscience telle que j'en ai parlé. Voilà, merci. Merci infiniment, Marco. Moi, je trouve que c'est vertigineux, tout ce que tu nous as présenté. Je suis très contente de savoir que c'est enregistré, qu'on peut y retourner et puis se balader dedans, approfondir, reprendre un élément ou un autre, parce que c'est une fresque absolument énorme que tu as présentée. Personnellement, je suis très, très, très heureuse de cette conférence. Merci, Liliane. Merci.
Est-ce que vous avez des questions? Moi, je voulais juste savoir à quel niveau vous situez les rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires. Bah, ça rentre totalement là-dedans. Ça fait Oui. partie de cette. C'est le 3, c'est le 4, c'est dans quel niveau? Disons, ça existe. Et donc, oui, bah oui, je le vis, moi, ouais. donc, ouais. C'est comme les synchronicités qu'on Ouais. voit tout le temps. Ce sont des preuves personnelles, individuelles, de ce caractère magique, onirique de l'existence, selon moi. Ce qu'il y a, c'est que je sais pas, si je savais comment, quelle technique recommander pour les provoquer, je l'aurais dit. Mais c'est pour ça que, donc, ça, c'est du même ordre que les manifestations, que les guérisons, que toutes ces choses qu'on peut observer directement. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est presque inutile pour convaincre les autres. Parce que les gens ils disent ouais bon c'est des coïncidences, t'as un biais de confirmation, il y a toutes sortes de masturbations intellectuelles pour essayer de le diminuer, de le réduire. Mais ça fait partie de ces choses-là qui sont dans l'expérience individuelle personnelle et qui contribuent à générer cette compréhension. Si vous les avez toujours eues, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui est absolument évident. Et vous le savez déjà. Et je vous ai rien appris. Mais pour moi, moi je viens du niveau 0. Et donc il m'a fallu suivre ce chemin-là. Et développer des techniques semi-scientifiques. Ok, on va faire comme ça, voyons qu'est-ce qu'il explique, tiens je vais me réveiller, je vais frotter mes mains, etc. J'ai conscience que pour beaucoup de gens c'est ouais mais bon ça ce sont des artefacts, t'as pas besoin de béquilles, ouvre ton cœur et tu vas y arriver. Je sais, j'entends ça, mais je sais pas faire. Oh, disons, où c'est venu plus tard, disons. Au début, j'avais besoin de ces béquilles-là. Ouais. Merci. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'une personne qui a fait des sorties de corps? Et la deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas comme dans la nature, quand il y a un déséquilibre qui se crée quelque part, il y a des phénomènes qui se produisent et qui permettent une réharmonisation naturelle? Est-ce qu'à l'échelle humaine, il n'y a pas, de la même façon que vous avez amené le sujet des sorties de corps et d'accès à certaines informations par d'autres biais que ce qui nous est proposé habituellement, une contre-fréquence à l'intelligence artificielle ou au contrôle systémique? Vous voyez ce que je veux dire? Sur la première question, j'ai des expériences anecdotiques, mais celle que tout le monde peut vérifier qui est la plus convaincante, c'est dans les expériences de Steven Laberge à Stanford. Lui, c'était strictement rêve lucide, mais je considère que c'est des expériences très semblables. Lui, ce qu'il a fait, c'est que pour voir s'il pouvait y avoir une communication entre les gens qui est dans le rêve lucide, il a donné un mot de passe à l'un, ou un mot, un symbole à l'un, et ensuite, c'est deux personnes entraînées pour obtenir des rêves lucides. On observe à chaque fois qu'ils sont en rêve lucide parce qu'on voit les ondes, on voit la fréquence des ondes du cerveau dans l'électroencéphalogramme et on voit qu'ils sont en REM et ils donnent le code avec leurs yeux. Et l'autre, du coup, il obtient le code, donc il y a eu une transmission d'informations. Non, ils sont à côté. Ils sont à côté. Mais voilà, dès lors que c'est possible, ça falsifie déjà une sorte d'hypothèse matérialiste. C'est qu'il y a un caractère objectif, que c'est pas juste un trip dans lequel on se trouve, qu'on arrive à communiquer avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est pour moi l'expérience la plus utile. Moi, une fois, j'ai vu ce qui est intéressant, il y a différents niveaux quand on sort du corps, et puis on peut aller très haut, et moi, il y en a qui y arrivent, mais c'est pas mon cas. Mais rester, quand on est très proche, c'est presque la même chose que la réalité matérielle, mais il y a des petites différences. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, moi, j'ai vu chez moi, dans ma maison, la vieille cheminée. Mais j'avais jamais imaginé que c'était comme ça. Mais au Tessin, les vieilles maisons, elles avaient des cheminées à l'époque où on pouvait cuire de la viande. Et je sais que c'est à ça que ça devait ressembler, mais j'y avais jamais pensé, je m'étais jamais dit. Et une fois, je me baladais dans ma maison comme ça, en dehors du corps, et j'ai vu cette vieille cheminée. Et ensuite, j'ai pu vérifier que c'était effectivement à ça que ça ressemblait. Donc c'est anecdotique, ça va convaincre personne.
Pour moi, ça suffit de me convaincre du caractère objectif. Mais c'est une excellente question et c'est une expérience à faire soi-même. Aller voir quelque chose qu'on ne connaît pas et ensuite, dans la réalité éveillée, aller constater, voir si on l'a bien observé. Je connais des gens qui ont fait des expériences personnelles beaucoup plus convaincantes que la mienne et celle de la cheminée. Mais c'est une excellente question et la seule façon d'y répondre, c'est par l'expérience individuelle. Ensuite, sur la fréquence, je crois que quand il y a un libre-échange d'informations, la vérité émerge. Et c'est ce que j'ai dit la dernière fois dans la conférence sur la technologie, etc. Donc c'est vrai que l'Internet, qui a finalement permis à un libre marché d'informations d'émerger, favorise l'émergence de la vérité. Ensuite, je ne sais pas si on peut parler de fréquence. Moi, je résiste à ça personnellement. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, mais je résiste à ces idées eschatologiques de l'âge du Verseau et de nouvelles fréquences dans la Terre se trouvent, etc. Simplement parce que ça a été trop dit et parce qu'on le lit partout et parce que j'ai l'impression que c'est utilisé pour manipuler les gens. Ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Souvent, les mensonges sont vendus dans des boîtes de vérité, mais j'ai pas de façon de l'observer moi-même. Ce que j'observe, c'est que Internet a eu un effet révolutionnaire sur l'humanité au même titre que l'imprimerie et l'écriture, et que dès lors que l'information circule mieux, la vérité émerge plus vite. Et donc, effectivement, la vérité est en train d'émerger à une vitesse fulgurante. Tout ce que j'ai découvert là, j'aurais jamais pu le découvrir si j'avais pas eu accès à la librairie d'Alexandrie moderne. Donc ça, je me réjouis beaucoup que ce soit le cas. Et c'était l'objet de ma dernière présentation ici. Dans la résistance, il y a souvent une technophobie que je trouve qui est injustifiée à beaucoup d'égards. On serait pas là, on se serait pas retrouvé s'il n'y avait pas eu Internet, et beaucoup de gens ne se seraient pas éveillés, c'est mon cas. Je me demandais s'il était intéressant de parler des expériences de mort imminente, puisque de plus en plus de neurologues, etc., se disent qu'effectivement, ils sont obligés de constater qu'il existe une conscience en dehors du corps, ce qui va dans le sens de ce que vous dites. C'est tout à fait passionnant, surtout que j'ai rencontré quelqu'un dernièrement, dans mon village. Il y a un chef français qui a déménagé récemment, et puis il venait d'un grand restaurant, et puis il habite maintenant dans une petite maison en granit. Et donc on s'est rencontrés au cours d'un dîner chez des amis, et donc évidemment j'ai lu des livres d'anesthésistes qui étaient sceptiques, et puis qui ont eu des cas comme ça, et puis qui ont fait des enquêtes, etc. Et ce sont des sorties de corps involontaires. Mais dans ce cas du chef, on fait d'abord du small talk, comme ça, des sortes de politesse, puis ensuite je lui dis, mais pourquoi vous avez déménagé ici dans ce village de montagne reclus de tous? Et il me dit, pour des questions de santé. Et oui, mais quoi? Et donc, tant qu'à faire, autant en savoir plus sur cette personne. Il me dit, parce que moi je suis mort, j'ai été déclaré mort à l'hôpital. Je dis, quoi? Bah oui, j'étais là au sous-sol et on m'avait mis le drap et j'ai été sauvé de justesse, et donc maintenant je dois faire attention à ma santé. Il m'avait pas du tout parlé de mort imminente. Il me parle juste qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et je lui dis, mais tu te rappelles de comment c'était? Et puis là, il me regarde, il comprend que je sais que c'est possible de se rappeler, et alors là, on a passé 2 heures et il m'a tout raconté. Mais c'est formidable, parce que là, c'est quelqu'un que j'ai rencontré directement, qui lui ne savait pas que c'était possible. Il m'a dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, le médecin, il était là, et puis il a su que le médecin l'avait déclaré mort, et puis il était, non, mais je suis pas mort, regardez, je suis là. Et puis ensuite, je comprends qu'ils m'entendent pas, et ensuite, je me dis, alors je dois être sorti du corps. Tout ça, pendant 2 heures, il y a le temps de raconter. Ensuite, le professeur est venu le voir, dans sa chambre de convalescence, pour lui demander mais alors qu'est-ce qui s'est passé, et puis le gars lui a dit, mais j'étais conscient, j'étais là, et puis il lui a relaté ce qu'il a dit, relaté ce qui s'est passé dans d'autres chambres de l'hôpital, comme dans les livres de ces anesthésistes qui en parlent, et de l'entendre directement de quelqu'un à qui je dois tirer les verres du nez, qui est pas du tout là en train de prêcher, qui a pas eu du tout l'intention de m'en parler, c'est moi qui m'intéresse à son truc, c'est toujours passionnant. Donc, à ce stade, je sais déjà que c'est vrai et que ça existe, mais ça relève de la même chose. Et d'ailleurs, je vais ajouter, si vous me permettez, que beaucoup de gens ont des expériences de sortie du corps involontaires, en particulier des enfants,
Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé à une époque où je bossais beaucoup, j'étais stressé. Un jour, je me réveille, je me lève, je me rase, je me douche, je m'habille, et ensuite, boum, je me retrouve dans mon lit. Et donc ça, je sais que c'est un nom maintenant. Ça s'appelle un false awakening. Je sais que c'est une expérience de sortie du corps. Et ça arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on croit. Mais ensuite, on dit, ah, c'était un rêve, c'était un trip, je sais pas, et on relègue ça à une sorte de ces étrangetés qui se passent dans la vie. Les enfants, moi, ma fille, une fois, petite fille, elle devait avoir 3-4 ans, elle commence à pleurer la nuit, j'y vais, elle a fait pipi au lit. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu fais plus pipi au lit? Ah, mais je te jure, j'étais aux toilettes, je comprends pas, j'étais assise aux toilettes, et puis je fais pipi, et là, je me réveille dans mon lit. Eh bien, je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'elle était tellement fatiguée qu'elle est sortie du corps, elle est allée aux toilettes, mais ensuite elle a fait pipi, c'est le corps qui a fait pipi, et puis ça l'a réveillée. Mais il y a plein de trucs comme ça, des false awakening, le sleep paralysis, la paralysie du sommeil. Il y a plein de gens qui se réveillent, qui n'arrivent pas à bouger. Plein de gens. Il y a un pourcentage non négligeable de gens qui se réveillent parfois et qui n'arrivent pas à bouger. Ils sont en dehors du corps. Quand on dort, on est en dehors du corps. Ils sont en dehors du corps et ils sont pas rentrés, mais ils sont devenus lucides. Et donc ils n'arrivent pas encore à téléguider leur corps. Et souvent, ils ont des expériences qui leur font peur parce que ils n'arrivent pas à bouger, du coup ils sont pris de panique et puis ils ont peur et du coup ça fait apparaître des trucs et puis c'est traumatisant pour eux. Mais dès qu'on leur dit non mais c'est bon, t'es juste en dehors du corps, c'est un rêve extraordinaire, tu dois juste attendre ou profites-en pour voyager encore faire un petit tour. Et là c'est bon et tout à coup ça les libère. Mais il y a plein de trucs comme ça, c'est passionnant. Et en fait, dès lors qu'on s'ouvre l'esprit au fait que ce soit possible, on découvre les expériences de Stephen LaBerge à Stanford, on découvre les trucs de Noosphere à Princeton, on découvre les médecins anesthésistes. Si vous êtes dans un cocktail qui a un anesthésiste expérimenté, parlez-lui, demandez-lui, est-ce que vous avez eu des trucs bizarres de gens qui se réveillent après une anesthésie totale et qui vous disent ce qui se passait dans la salle à côté, etc. Ils vont tous vous dire, ils ont tous des expériences comme ça. Ça fait 50 ans qu'on sait ressusciter les gens, vraiment, donc il y a de plus en plus d'expériences comme ça. Donc merci de le mentionner parce que c'est tout à fait pertinent. Pierre Bernérias, qui est venu ici plusieurs fois, a interrogé énormément de gens qui ont fait des expériences de mort imminente, et il a sorti un film que je trouve très intéressant qui s'appelle Thanatos, que l'on trouve maintenant on trouve très facilement. Et il interroge plusieurs personnes qui ont fait ça, qui ont fait ces expériences et explique ce qu'elles ont vu. Excellent. Et ça relève de la connaissance. Ce que j'aime bien avec ces choses-là, c'est que c'est pas dissimulé dans l'allégorie. Et on prétend pas comprendre exactement ce qui se passe. Mais l'implication ontologique de ces choses-là, c'est que la conscience n'est pas sécrétée par le cerveau. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai parlé. C'est pour, quelles sont les conclusions qu'on tire de tout ça? Parce que de ne pas regarder ces choses-là et ces preuves-là, ces falsifications-là, ça relève de l'obscurantisme, ça relève de la croyance, ça relève de l'ignorance. Et il suffit d'une expérience contradictoire pour falsifier n'importe quelle hypothèse. Si l'hypothèse est la conscience est sécrétée par le cerveau, il y a 1000 expériences comme celle-là qui le démontrent, que c'est faux, que ça a été falsifié. Pour terminer, j'aimerais revenir à ta conclusion donc par rapport à l'intelligence artificielle. Donc tu dis que l'intelligence artificielle maintenant est sortie, enfin la boîte de Pandore a été ouverte et qu'il faut que tout le monde se l'approprie, si j'ai bien compris. Et comment tu recommandes, quelle serait ta recommandation pour s'approprier cet outil? J'ai pas dit que tout le monde doit se l'approprier. J'ai dit ne pas empêcher la prolifération des modèles open source. C'est-à-dire ne pas donner un monopole. Ne pas se dire on doit être protégé contre nous-mêmes et contre notre gré par les puissants qui nous disent non, il faut pas l'utiliser parce qu'il faut pas l'avoir, on va interdire, on va réguler, etc. Je suis contre l'intervention du pouvoir, mais il n'y a pas du tout besoin de se l'approprier. C'est juste si on l'utilise, c'est juste avoir ce discernement là. C'est un outil auquel il faut surtout pas déléguer nos goûts et nos discernements. Je sais que ça va se passer. Je sais qu'il y a des gens qui vont bientôt demander à l'intelligence artificielle qu'est-ce qu'ils ont envie de manger, quels médicaments ils doivent prendre, etc. Et je le regrette
les gens qui vont être là-dedans, tomber là-dedans, ils sont déjà domestiqués, ils feront mieux dans une prochaine vie. Mais ce serait juste ça que je dirais. C'est le dompter, l'utiliser. Moi, je l'utilise pour la programmation, puis ça me fait gagner un temps fou. Tu vois, si je dois rédiger un contrat et que je peux économiser 90% des frais d'avocat, je vais le faire. Donc c'est avoir ce discernement-là. J'ai pas de recette particulière. Le but de l'intelligence artificielle, c'est pas que elle fasse de la peinture et que nous on fasse la vaisselle. C'est elle fait la vaisselle et nous on fait de la peinture. Donc commencer à consommer des musiques générées comme ça, bon, c'est pas très différent de ce qui s'écoute déjà à la radio, c'est encore pire. Et donc c'est juste ça, c'est avoir ce discernement, cette conscience, cette souveraineté. C'est un outil à mon service. Je suis un souverain de droit divin. C'est un outil qui a certaines utilités et qui est dangereux dans les mains du pouvoir. Et donc c'est ça qu'il faut chercher à empêcher. Ça me fait penser à l'utilisation de l'intelligence artificielle en médecine, ouais, qui maintenant se développe, et c'est tout à fait ce que vous dites, c'est déléguer son pouvoir ou sa compréhension à une intelligence qui va dire quel médicament prendre. Quel médicament prendre, quel diagnostic faire, etc. Absolument. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que c'est possible que dans 80% des cas, soit plus efficace. Faut reconnaître ça. Qu'un médecin. Ça ne simplifie mais pas ça, les choses. Mais ça, c'est un peu le premier écart type de la courbe de Gauss. C'est que tant qu'on rentre dans une norme, ça va marcher. Mais donc, pourquoi pas l'utiliser pour faciliter un diagnostic radiologique, par exemple? Mais dès lors qu'on délègue, dès lors qu'on pense que c'est omniscient et qu'on délègue notre discernement, notre humanité, c'est là où il y a un problème. Et donc, c'est ce diable est dans le détail. C'est ce truc. Moi, je l'utilise pour faire de la programmation. Je crois pas que le mal soit incarné dans les programmes que je fais. Je gagne beaucoup de temps et je suis beaucoup plus productif. Donc, ça veut dire qu'un client qui veut quelque chose, il paye moins cher et donc il a plus d'argent pour faire autre chose d'utile. Si on peut déléguer certaines choses, la question c'est qu'est-ce qui est souverain, qu'est-ce qui décide. Je m'imagine un scénario où quelqu'un a pas envie de lire ses emails, donc il délègue à l'intelligence artificielle de résumer l'email. Et ensuite, donc, il reçoit un email, on lui résume, ensuite il répond, et c'est l'intelligence artificielle qui envoie, puis de l'autre côté, ils font la même chose. Donc, en fait, les deux intelligences artificielles se parlent et développent leur propre langage, et ensuite on en devient complètement dépendant. Il y a des scénarios comme ça qui relèvent un peu de la science-fiction qui sont amusants, où on délègue finalement tellement qu'on perd notre souveraineté, notre discernement, et on le déifie, on le considère comme omniscient. Et je crois que si on croit être un morceau de viande ambulant, c'est un risque important parce que l'intelligence artificielle, elle est impressionnante à cet égard-là. Mais si on sait être un être spirituel de droit divin, dont le pouvoir de l'esprit, de manifestation et de guérison est absolument incommensurable, alors je crois pas qu'il y a de raison que ça nous fasse peur et on peut tout à fait se l'approprier et puis que ce soit utile ici ou là. Comme le reste de la technologie. C'est pas parce qu'on va sur LibGen qu'on est obnubilé par TikTok. Et donc ou qu'on fourgue ses enfants devant un smartphone parce qu'on veut le silence. Moi, je suis un technophobe pour ça. Je déteste ça, le smartphone pour déléguer l'instruction de ses enfants au smartphone, à la télévision. C'est ce truc de geek. Geek, c'est le contraire de hacker. Geek, c'est gadget free. Je veux pas une voiture qui conduit toute seule. Je veux pas fourguer mes enfants devant le smartphone, déléguer mes goûts à l'intelligence artificielle ou m'abreuver de TikTok. Donc il y a ce sentiment de souveraineté, de contrôle, de maîtrise. Je suis souverain et puis c'est mon esclave à la limite, ici ou là, si c'est utile, et si ça l'est pas, c'est pas de toute façon pas nécessaire.